Ce jour, notre débat politique va donc s'atteler sur le sujet intitulé Dialogue en gestation en Angola. Joao Lourenço va-t-il réussir là où Donald Trump peine donc à trouver solution? Donald Trump peine à trouver solution. Comme vous le savez, alors que la crise sécuritaire et politique dans la partie est de la République démocratique du Congo continue donc de susciter de vives inquiétudes, l'Angola se positionne de plus en plus comme un acteur, je dirais, un acteur donc clé dans les efforts de médiation. Le président angolais Joao Lourenço parviendra-t-il donc à créer un cadre de dialogue je dirais crédible et inclusif auquel les Congolais vont venir échanger et trouver problème à la question donc, qui divise actuellement les acteurs politiques, pas seulement les acteurs politiques, mais aussi les militaires en République démocratique du Congo. Pour en parler ou pour en débattre, bien sûr, nous avons le plaisir de recevoir trois invités dans ce studio. Nous serons donc avec Désiré Taïra, qui est le coordonnateur du caucus des communicateurs républicains compréhensibles. Désiré Taïra, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les communicateurs républicains, membres du COREP. Bonjour à toute la population du site et de la ville de Bukavu en particulier. Bonjour à nos co-débatteurs ici présents dans ce studio. Nous sommes également avec Hamza Outega, qui est cadre de l'AF 123 ici au site Kivu. Hamza Outega, bonjour. Bonjour chers journalistes, bonjour à tous les cadres et les hauts cadres de l'AFCM 23 au site Kivu. Bonjour à tous les révolutionnaires, les amis de la révolution. Bonjour à toute la population de la province du site Kivu et pourquoi pas la population de la ville de Bukavu, Kadutu, Bagira et Ibanda. Nous attendons également l'arrivée de Jata Kimbula, qui est le président faisant fonction du bureau de coordination de la société civile du sud Kivu, qui va donc nous rejoindre dans ce studio avec, et nous allons analyser les perspectives de ce dialogue, ses implications pour la paix durable et le rôle donc des acteurs nationaux et internationaux. Nous sommes donc en direct sur 89.3 MHz, aussi sur Facebook, sur la radio Svan 89.3 fréquence pour le changement des mentalités. Sur notre site internet, nous sommes joignables sur www.svanmedia.info. Restez donc avec nous, le débat commence maintenant. Comme donc je viens de le dire, en Angola, il y a donc le président Lourenço qui reçoit les acteurs politiques, aussi même l'église, pour essayer de préparer un dialogue qui va réunir le Congolais afin de trouver solution aux problèmes qui le divisent actuellement. Désiré Taïra, comment trouvez-vous cette initiative de l'Angola? Bonjour, d'abord, comme vous l'avez dit, nous sommes du COREP, communicateur républicain, dans la République démocratique du Congo. Nous connaissons très bien que notre pays est en guerre. Et comme le pays est en guerre, la population de la République démocratique du Congo souffre, et particulièrement dans la partie orientale. Et quand il y a la guerre, c'est qu'il y a des causes profondes qui ont suscité les uns et les autres à prendre les armes pour se faire justice, pour se régler des comptes. Bien que nous ne sommes pas d'accord avec la guerre, parce que nous avons toujours condamné avec la dernière énergie la guerre, nous disons que comme elle est là, il n'y a qu'une seule alternative, que les Congolais se rendent compte, qu'ils parlent d'une seule voix pour régler cette crise. Parce que nous avons toujours dit, nous du COREP, que la solution à ces problèmes ne viendra ni de Washington, ni du Qatar, ni de l'Angola, ni de l'Afrique du Sud, à part au Congo et pour les Congolais.
C'est ça ce qu'il faut faire. C'est ça ce que nous demandons. Nous avons toujours dit, nous du COREP. La grande responsabilité pour le rétablissement de la paix au Congo, en tout cas, ce ne sont pas les étrangers. Ce sont les Congolais eux-mêmes. Malheureusement, nous avons une classe politique médiocre, limitée. Limitée à quoi? À juste avoir des postes, l'argent, et il n'y a que ça. Si ce dialogue aura lieu, et nous voulons qu'il ait lieu, qu'il rassemble toutes les forces politiques et sociales, en commençant, ou alors y compris les COREP, nous sommes prêts à apporter notre expérience, notre expertise pour la solution. Parce que nous sommes la seule force politique capable de rencontrer X de la révolution ou de la rébellion, Y du pouvoir, pour lui dire que la responsabilité nous incombe tous. Parce que ni t'étais les mauvais comportements, la mégestion à tous les niveaux de la chose publique, la rébellion n'aurait pas d'argument. Nous sommes capables de rencontrer le M23 pour lui dire, écoutez, vous êtes des Congolais, pourquoi prendre les armes pour votre nation? Parce que ce ne sont pas ceux qui sont dans le gouvernement de Kinshasa qui sont les principales victimes. Les principales victimes, c'est cette population qui ne s'attend qu'à manger, à chercher quoi manger, quoi vivre. C'est cet enfant qui n'est plus capable d'aller à l'université parce qu'il y a l'insécurité. C'est cette femme-là qui est incapable, n'est-ce pas, d'aller au marché parce que son mari n'a pas de salaire. C'est celui-là qui se demande que faire, que devenir. C'est cette classe politique qui nous a fait manquer ces grands rendez-vous. Et donc nous, du COREP, nous avons une solution consensuelle. C'est nous tous. Donc même moi, même vous, chacun a une responsabilité d'une manière ou d'une autre. Mais les grands responsables, ce sont les gouvernements de Kinshasa et l'M23 qui nous font manquer la paix. Et donc, nous devons nous tous faire pression sur ces gens-là. Et pour y arriver, c'est ce que l'Angola est en train de faire. Comment trouver la paix pour toute la population, surtout dans la partie Est. L'Angola ne viendra pas faire la paix sans nous. L'Angola, c'est un médiateur. Un médiateur s'appuie sur quoi? Sur la volonté des belligérants. Vous pensez que si le gouvernement ne veut pas donner des concessions, faire des concessions, si l'M23 ne veut pas faire de concessions, ce n'est pas l'Angola qui va mobiliser ses militaires ou son armée pour imposer. Non. C'est-à-dire, il y a la volonté de nous tous. Nous voulons faire ça. On ne peut pas, n'est-ce pas, aller chercher des mercenaires, chercher des étrangers pour régler les comptes dans votre pays ou contre votre frère. C'est inacceptable. Et donc, cette politique-là de la recherche consensuelle de la solution qui arrange les Congolais, c'est ce qu'on veut. Il n'y a jamais eu de dialogue ou de négociations parfaites. Non, chacun a à donner et chacun a à perdre. C'est comme ça que les choses se font. S'il y a 2, 3, 4, 5 points qui nous divisent, peut-être il y a 2 points ou 4 points, donc 4 ou 3 points que chacun peut trouver la solution. Il y a 2 points qui nous divisent, on peut dire, on fait la concession, on fait ceci, et on avance comme ça. Vous imaginez où est-ce qu'on serait déjà s'il n'y avait pas cette guerre? Où est-ce qu'on serait sur le plan développement? Mais les autres nations nous imposent la paix parce que nous ne voulons pas, nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge, et donc laisser que ces nations-là profitent de ce que nous sommes, de notre naïveté. Et donc nous sommes des enfants congolais. Donc, moi je voudrais dire, où est-ce que c'est écrit, même dans la Constitution, où est-ce que c'est écrit que telle personne peut être un honorable à vie?
La Constitution ne dit pas qu'on doit être un honorable. ne limite pas les mandats pour les députés nationaux, les députés provinciaux. Effectivement, c'est-à-dire... Pour dire que ça se dit indirectement, tu peux postuler... Mais on connaît comment ces gens se font élire. On connaît comment ces gens se font élire. On distribue l'argent, on se fait ceci ou cela. Mais s'il y a dans la Constitution une loi qui interdit qu'on distribue l'argent pendant la campagne électorale, ça peut aller. Où est-ce que c'est écrit que quelqu'un peut être député national, député provincial, ministre national, ministre provincial, sénateur au même moment? C'est-à-dire, c'est toute une famille qui sera en train de bénéficier des avantages du pays, alors que les autres n'en ont pas. Mais où est le problème si nos textes le permettent? C'est ça le problème. Les textes, il y a des textes donc, dans les négociations, qui régissent notre secteur. Dans les négociations, on devra y arriver à dire non. On ne va pas négocier tout simplement pour se partager le pouvoir. Non. Et nous ne serons pas dans ces négociations pour qu'on nous partage le pouvoir ou les postes. Non, nous on n'a pas besoin de ça. Et d'ailleurs, nous, comme valeur ajoutée, on ne voudra même pas avoir des primes de participation. Nous sommes organisés, nous sommes du correct, nous voulons juste donner notre volonté, notre expertise pour la sortie des crises dans ce qui détruit le Congo. Non, mon cher ami, le Congo, c'est la seule nation, la nation la plus intéressante, la plus chère pour moi. Il n'y a pas une autre. C'est-à-dire, si le COREP ne fait pas tout pour que le Congo soit stabilisé, en tout cas, je ne vois pas que c'est l'Angola qui viendra stabiliser le Congo à ma place. Donc, à ce niveau, en ce qui concerne ce dialogue, nous voulons qu'on y aille dans tous les respects possibles. Mais malheureusement, nous avons une classe politique, comme je l'ai dit, médiocre et limitée. Pourquoi? Vous faites partie de cette classe politique? Effectivement, mais je ne suis pas au pouvoir et je ne suis même pas du pouvoir. C'est pourquoi, lorsqu'on annonce qu'il y a dialogue, des petits partis politiques, je vais dire, parce qu'il n'y a plus de grands partis politiques, ce sont des petits partis politiques parce que tous nous ont fui, ok? Ils ont fui et donc ils commencent à agiter. Non, parce que nous voulons être derrière cette chanson-là à laquelle on voudra mettre un point final. Nous voulons qu'on se respecte mutuellement, on respecte le Congo parce que c'est notre terre d'avenir. D'autres nations sont en train de se bousculer pour venir au Congo. Nous sommes en train de nous bousculer pour fuir le Congo. Regardons nos compatriotes qui sont au Burundi, pour ne citer que cela. Quelle humiliation! Quelle humiliation que dans un grand pays comme le Congo, aujourd'hui on est en train de pourchasser les Congolais dans tous les camps du monde comme réfugiés, alors qu'on a un pays où il y a le lait et le miel du monde. Que ce soit Trump qui décide, que ce soit le Qatar qui décide, que ce soit les Angolais, les Togolais qui décident. Quelle humiliation! Non, mon cher ami, donc nous au niveau du COREP, nous voulons qu'on respecte le Congo, on respecte les Congolais, mais il faut que le Congolais lui-même se fasse respecter. Et donc, c'est ça ce que nous avons à donner dans un premier temps. Merci Hamza Rutega, après États-Unis, Doha, nous sommes actuellement à Angola, où un autre dialogue risque de s'organiser dans le but toujours de trouver solution à l'insécurité qui sévit actuellement à l'est de la RDC. Oui, vous savez, chers partenaires, que les problèmes c'est de Tshisekedi. Les problèmes de Tshisekedi, parce que ce n'est pas aujourd'hui que l'AFC/M23 a commencé à demander qu'il y ait dialogue. C'est depuis la prise de Bunagana qu'on a commencé à demander Tshisekedi, venez qu'on s'assoie, venez avec les Congolais, que nous puissions nous asseoir pour discuter sur les causes profondes de la crise. Mais Tshisekedi n'a jamais voulu. Et aujourd'hui, parce que cette histoire n'a pas commencé en Angola, chers partenaires. Cette histoire n'a pas commencé non plus à Washington ou à Doha. Cette histoire a commencé ici dans la sous-région. Les dialogues d'ici à côté d'Arusha en Tanzanie, on a quitté Tanzanie, on est parti en Ouganda, on a quitté Ouganda, on est parti, je ne sais pas, au Kenya, en Éthiopie, aujourd'hui en Angola. Après Angola, c'est maintenant Doha, après Doha, c'est Washington, après Washington, on revient encore en Angola.
C'est pour vous dire tout simplement que, en fait, les Congolais font face à un homme têtu, à un homme qui ne veut pas la paix, à un homme qui pense qu'il n'y a que la guerre qui peut résoudre actuellement la crise en République démocratique du Congo. Et l'AFC M23 n'a jamais été d'accord avec la prise des armes, avec la guerre. Jamais. Mais l'AFC M23 a été imposé. Vous imaginez en 2019, après la prise du pouvoir par le régime de Kinshasa, par M. Félix Tshisekedi, une grande délégation est partie à Kinshasa. Une délégation de l'AFC M23. Et vous le connaissez. Et Tshisekedi est conscient. On a passé plus de 12 à 13 mois dans des hôtels à Kinshasa, en train d'attendre que les messieurs puissent venir, qu'on puisse discuter, qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse parler pour mettre fin à la crise et pour mettre fin à la guerre, quoi. Mais Tshisekedi, au lieu de venir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré effectuer des voyages partout dans le monde. Vous vous rappelez justement une année de son mandat, il a terminé ça avec des voyages. Et là, notre délégation de l'AFC M23 l'attendait. Malheureusement, partout il est passé, il a eu des conseillers qu'on ne maîtrise plus, il a eu des gens qui lui ont trompé, et quand il est revenu, il a dit, non, Deniap, Aner, arrête-moi ces gens qui sont quelque part là-bas. La délégation qui est venue. Mais la délégation a appris qu'il y a déjà une décision de les arrêter tous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté Kinshasa. Ils sont rentrés dans le maquis. Et malheureusement, même là où ils étaient partis, dans le maquis, Tshilombo a envoyé des avions de chasse. Tshilombo a envoyé des Sukhoi pour aller bombarder ces gens, pour aller tuer ces Congolais qui réclamaient rien que la paix. Et si tu étais, je pose la question à tous ces Congolais qui nous écoutent maintenant là, si ils étaient les membres de ces délégations de l'AFC M23, qu'on a chassé de Kinshasa, qu'on a poursuivi dans les maquis pour aller les tuer, les bombarder, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Rien d'autre que prendre ce que nous appelons la mesure de l'autodéfense. C'est ça la première réflexe au fait. Et c'est depuis lors que nous nous sommes dit, Tshisekedi, c'est un homme qui n'est pas honnête. Et s'asseoir encore avec lui et prendre des engagements, prendre des mesures, on n'avait pas des assurances. C'est pourquoi on s'est dit, nous devons maintenant chercher des médiateurs. Et c'est vrai, il y a eu des volontaires, le président ougandais connaît quelque chose sur la situation actuelle que nous traversons. Le président du Kenya, vous vous rappelez, l'ancien président qui est sorti, oui, Kenyatta qui est parti. Il est parti. Il y a William Ruto qui est venu. Il a prodigué des mêmes conseils. Tshisekedi, vous devez vous asseoir avec le mouvement. Vous devez vous asseoir avec les M23 pour trouver une solution à cette crise. Tshisekedi s'est dit, ok, nous allons voir. Ils ont signé des engagements. Mais 3 mois après, qu'est-ce qui a été respecté? Aucun, cher partenaire. Ah voilà, il s'est dit, non, bon, comme au Kenya, je vois qu'ils sont je ne sais pas, des Tutsis, et je vois qu'il y a ceci, parce que je dois rappeler aux auditeurs de la radio Sven, que les grands tribalistes que nous avons, et d'ailleurs, c'est lui qui est en train de diviser les Congolais, les grands tribalistes que nous avons au pays aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Tshisekedi qui va nous dire, non, je sais, William Ruto, c'est nilotique, et d'ailleurs, Museveni, c'est nilotique. C'est ça, en fait, je suis en train de toucher sur les causes profondes de cette guerre aujourd'hui, là où nous en sommes. Et c'est pour vous dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, les initiatives de dialogue, ce n'est pas du Tshisekedi. Tout ce que nous avons toujours prôné, c'est le dialogue. Malheureusement, le dialogue face à qui? Je vais laisser les histoires. Mais moi, je vous dis que tous ces présidents-là, Tshisekedi les a négligés, Tshisekedi les a appelés des complices avec l'AFC M23. Il est parti, je ne sais pas, en Angola. Joao Lourenço qui va également lui donner, prodiguer des bons conseils. Vous devez vous asseoir, vous voyez. Bon, c'est vrai, vous devez signer des accords. Il y a des accords qui étaient signés. Et vous vous rappelez que la dernière fois, parce que lui se disait que, c'est ça le grand problème également. Nous devons le dire à mon ami du Corée, puis il doit connaître. Parce que pour Tshisekedi, les problèmes, ce n'est pas entre Congolais.
Le problème pour Tshisekedi, ce n'est pas entre les Congolais. Et cette manipulation-là, de vouloir rejeter ses responsabilités et faire croire aux Congolais que c'est un problème entre deux États. Voilà la diversion que Tshisekedi a créée. Et aujourd'hui, sont nombreuses Congolaises qui pensent que c'est ça la réalité. Et qu'est-ce qui n'a pas marché pour... Ce qui n'a pas marché... Et aller encore en Angola. Ce qui n'a pas marché, c'est d'abord de continuer à faire croire que la guerre ou la crise, c'est entre le Rwanda et le Congo. Cette diversion-là que Tshisekedi a créée dans les gens et dans lui-même, en cachant la réalité, c'est ce qui a créé ce qu'il y ait la guerre. Et aujourd'hui, partout où il ira, parce que vous vous rappelez qu'il a signé, je ne sais pas, les accords à Washington avec le gouvernement rwandais. Vous le savez très bien que l'AFC M23 n'a jamais été invité à Washington. Ce sont les accords qu'il a signés entre les deux États, je ne sais pas, sur les minéraux, sur la neutralisation des FDLR, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, si on s'est dit on peut évaluer, 3-4 mois après, qu'est-ce qui a été respecté? Aucun engagement. Et donc, ce qui bloque et ce qui accentue la crise aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est Félix Tshisekedi, qui continue à créer des diversions, faisant croire que la crise, ce n'est pas entre les Congolais. Et c'est ça, en réalité, parmi les causes profondes que nous, dans le l'AFC M23, nous avons toujours clamé. Mais comment et nous avons toujours à Doha sont les Congolais qui échangent entre eux et à Doha, et voilà, et voilà, à Doha maintenant. Toi et le gouvernement congolais sont les Congolais qui échangent là. Vous voyez, chers partenaires, qu'après que Tshisekedi ait pris la décision de fuir les discussions de l'Angola, effectivement, en Angola, après avoir fui ces débats, il avait contacté certains diplomates. Et ces diplomates lui avaient conseillé. Le problème, ce n'est pas entre vous et les Rwandais. Le problème, c'est entre Congolais. Allez dialoguer. Et par là, bon, on va se dire, finalement, c'est tout le monde qui me dit que je dois dialoguer avec mes compatriotes. Et c'est là où est venu maintenant le processus de Doha. Malheureusement, à Doha, au lieu que Tshisekedi envoie les membres de son gouvernement, au lieu que Tshisekedi envoie une délégation de l'Assemblée nationale et du Sénat, Tshisekedi va envoyer ses amis. Un certain qui lui appelle un conseiller, je ne sais pas, principal du président de la République. C'est lui qui a engagé la République à Doha. Et ça, les gens le savent. Les gens, ceux qui vous appelez des députés nationaux, ils sont tellement informés. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Et là, on a signé assez d'engagements parce que la communauté internationale soutenait. On a signé 3 accords. L'accord de principe, l'accord de vérification et le mécanisme de suivi du cessez-le-feu. On a signé l'accord cadre. Mais aujourd'hui, évaluons la situation. Qu'est-ce qui a été respecté? Parce que dans le dernier accord où on a demandé qu'il y ait la libération des prisonniers, vous avez suivi le mouvement que l'AFC M23 a effectué, pas seulement à Rumangabo, mais aussi à Goma, même ici à côté à Uvira. Tous les prisonniers de guerre ont été expulsés, ont été expatriés chez eux. Mais tous ces membres-là de l'AFC M23, que Tshisekedi continue à détenir dans des prisons, dans des cagoles à Kinshasa, ces gens font quoi? Pourquoi il n'a jamais donné les couloirs libres à la Croix-Rouge pour libérer tous ces hauts cadres de l'AFC M23, pour qu'ils puissent convaincre un peu, convaincre quand même qu'il y a une bonne volonté de vouloir la paix? Mais il n'a jamais libéré aucun prisonnier, aucun. Est-ce que l'AFC a déjà libéré les prisonniers? Mais vous avez suivi le mouvement, je venais de le dire. Vous avez suivi le mouvement à Rumangabo quand les chefs d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise, le chef d'état-major général Sultan Makenga, c'est lui-même qui est parti là-bas. Vous avez vu comment la Croix-Rouge a eu le mot d'ordre pour commencer à libérer les prisonniers, ceux qui se sont rendus, les FARDC, et les FDLR, je ne sais pas, tous ces gens-là qui se sont rendus chez nous après la guerre, tous ces gens ont déjà été libérés. Vous avez suivi le mouvement ici à côté à Uvira pour vous rappeler. Tous les prisonniers, l'armée burundaise, les militaires burundais, qui ont été capturés. Vous avez suivi comment notre armée était en train de les soigner, et en train de les nourrir. Après quelques jours, on les a envoyés chez eux. Donc à Doha, c'est le médiateur qui n'était pas à mesure ou comment? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment on risque de ne plus parler de Doha et commencer
se focaliser sur Angola. Vous savez, partenaire, dans un match de football, ce n'est pas l'arbitre qui joue sur le terrain. Ce sont les joueurs. Non plus, ce n'est pas l'arbitre qui donne le mot d'ordre aux joueurs. Il y a toujours des coachs. Et quand les joueurs ont un mauvais coach, qu'est-ce qu'ils font sur le terrain? Des bêtises, des échecs. Et donc, les médiateurs du Qatar, qui sont l'émir du Qatar, c'est le président de l'État du Qatar, il y avait une délégation des États-Unis d'Amérique, ils étaient témoins. Quand Tshisekedi a fui les derniers rendez-vous, la dernière invitation que nous avons réussi à Doha pour aller évaluer ce qu'on a signé. Tshisekedi a préféré briller par une absence, disant que nous avons violé les cessez-le-feu, c'est pourquoi nous avons pris, je ne sais pas, la ville d'Ouvira. Donc il a refusé de revenir. Pourquoi? Parce qu'il savait que ces stratagèmes seront, je ne sais pas, mis en nu par les partenaires, par les médiateurs. Est-ce qu'il n'y avait pas eu cette violation, cessez-le-feu, vu qu'il je ne saurais pas les... tombé entre les mains du 23, pourtant c'est FARDC qui était avant partenaire, la signature. Vous le savez très bien que l'AFC 23 n'a jamais violé les cessez-le-feu. Jamais. Et vous avez vu ce qui a poussé à ce que nous puissions libérer la ville d'Ouvira. Vous savez bien les bombes qui ont tué, qui ont exterminé les enfants, les élèves dans les écoles à Kamanyola. Vous savez comment les gens ont été tués à Sangé, à Luvungi. Vous savez combien de corps que nous avons ramassés ici à côté, à Lubarika. Vous savez combien de gens, pendant les accrochages entre les FARDC et les Wazalendo, à Ouvira, vous connaissez combien de nos compatriotes qui sont partis. Et l'AFC 23, qui a pris l'engagement, rien que de défendre les populations civiles, devrait fermer les yeux face à cette situation. Parce que vous devez vous rappeler qu'à Katogota, c'était à la limite entre la zone que nous on occupait à Kamanyola avec cette coalition plutôt des FDLR, des Mai Mai, que vous appelez des Wazalendo, des FARDC, l'armée burundaise. Vous connaissez comment entre eux ils se sont tirés dessus. Comment entre eux ils se sont bombardés. Comme motif, non, l'armée burundaise voulait contrôler en fait la situation. Et les Wazalendo se sont dit non, il n'y a pas moyen que vous puissiez venir dans la zone où nous nous occupons, parce que nous sommes les enfants du milieu, nous maîtrisons le milieu. Et là, il y a eu des accrochages entre eux. Pendant que notre armée était basée à Kamanyola, on observait. Mais quand on a appris que ce sont les civils qui sont en train d'être massacrés, tués par cette coalition, qu'est-ce qu'on allait faire? Et d'ailleurs, des bombes qui venaient à côté ici, à Tibito, qui est au Burundi, arrivaient à atteindre jusqu'à Kamanyola. Et vous avez vu des images et des audios partagés par les Wazalendo disant qu'ils veulent couper maintenant la frontière des Kamanyola entre le Rwanda et la RDC. Donc, c'était des menaces au fait partenaire pour répondre à votre question. Si nous avons violé les cessez-le-feu, non, nous n'avons jamais violé les cessez-le-feu, mais plutôt nous avons pris l'option d'aller défendre et mettre hors d'état de nuire les ennemis qui ont sécurisé la population à Ouvira, à Sangé, à Luvungi et tout le reste de la plaine de la Ruzizi. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, pourquoi nous sommes à Doha? Après Doha, Tshisekedi veut aller négocier au président angolais João Lourenço. C'est tout simplement parce que Tshisekedi a compris que partout où il est passé, tout le monde l'a demandé d'aller vous asseoir avec vos compatriotes. Tshisekedi lui disait, pensait qu'il n'y a que les armes qui pouvaient trouver solution au problème. Et aujourd'hui, parce que vous parlez seulement de l'Angola, mais il faut aussi dire qu'il y a aussi une délégation. Parce que Tshisekedi a fait 4 tours dans une semaine. Angola, Togo. Togo, Angola. Angola, Togo. Togo, Angola. Et puis Kinshasa. Et partout où il est passé, on lui a demandé, Choucha Mabega, essayez de prendre un peu de l'eau pour parler avec les gens qui poussent à ce qu'il y ait la crise dans la sous-région. Parce que le problème actuel, ce n'est pas seulement la RDC. Il y a les pays voisins ici qui sont en train de compatir, qui sont en train de traverser la même crise parce qu'il y a problème au Congo. Et
Tshisekedi est parti en Angola pour la deuxième fois parce que vous le savez que le président angolais, il est le président de l'Union, et avec sa casquette du président de l'Union africaine. Le président tongolais comme médiateur qui était désigné par l'Union africaine au départ, il devrait être associé. Et Tshisekedi a demandé à ceux qui, bon, appelez alors ces gens-là, bon, voilà. Mais quand il est revenu, après tout ce qu'il a fait comme tout pour demander qu'il y ait négociation, quand il est revenu, qui n'a pas suivi son discours devant ces combattants de l'Union sacrée à Kinshasa? Qui n'a pas suivi ce qu'il a dit? Qui n'a pas suivi comment il a craché même sur le visage des médiateurs devant ces combattants de l'UDPS à Kinshasa, de l'Union sacrée en général? Non, il n'y aura jamais un dialogue dans mon pays si ce n'est pas sur mon propre initiative. Alors que nous, on a demandé aux médiateurs. Tshisekedi fait partie du problème. Et quelqu'un qui fait partie du problème ne peut pas se dire que c'est lui qui va convoquer les dialogues. C'est pas lui. Nous, on va réfléchir que ce n'est pas Tshisekedi qui va convoquer les dialogues. Il faut qu'il y ait un médiateur au fait net, un médiateur indépendant, un médiateur qui n'a pas intérêt dans le conflit de la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi il est en train de négocier au fait les présidents angolais et les présidents togolais pour qu'ils puissent au fait mettre sur une même table tous les acteurs. Et quelle est la réaction de l'AFC M23 par rapport à cette initiative menée donc par Félix Tshisekedi, ce qu'on venait de le dire? Non, notre réaction a été claire. Vous avez vu, vous avez suivi, chers partenaires, vous êtes un journaliste d'investigation. Vous avez suivi comment la coordination de l'AFC M23, à travers son coordonnateur, son excellence Corneille Nangaa Bilou, vous avez suivi. Il a fait une correspondance qu'il a adressée au secrétaire général des Nations Unies. Qu'est-ce qu'il a dit? Et nous avons dit, dans la correspondance, il est clair, nous avons dit ceci. Avant toute autre initiative de dialogue, nous devons d'abord évaluer les accords et les engagements qui ont été signés précédemment. Et donc, il n'y aura pas moyen qu'on puisse nous dire, nous commençons à Doha, nous commençons au Kenya, nous allons en Angola, nous quittons Angola, nous allons au Qatar et à Doha, nous quittons Doha, nous partons encore en Angola. Alors qu'il y a des engagements qui ont été signés partout où nous sommes passés. Sans cette évaluation, vous n'irez pas en Angola? C'est ce que nous avons proposé. Nous avons proposé au président angolais. Nous lui avons posé d'ailleurs la question. Quelle sera la différence? Quel sera le cadre différent en termes de dialogue de ce que nous avons déjà dialogué, de ce que nous avons déjà parlé, de ce que nous avons déjà signé par rapport à ce que vous allez nous amener? Quels sont les éléments nouveaux dans le processus? Et s'il n'y a pas des éléments nouveaux, pourquoi nous amener encore à nous asseoir? Est-ce que ce n'est pas une manière de perdre le temps? Et Tshisekedi est en train de préparer la guerre sur le terrain, parce que vous vous rappelez que pendant qu'il est en train de faire des tours partout dans ces pays-là pour chercher les dialogues, il est en train d'envoyer ses militaires, sa coalition, pour bombarder les gens. Vous savez, il n'y a pas 2 jours qu'il a bombardé les ports de Kalundu, ici à côté à Uvira. Vous avez suivi et vous connaissez. Où il a dit qu'il a tué des officiers de l'AFC M23 qui étaient dans une réunion à Uvira. Vous avez suivi comment il a bombardé les gens à Minembwe, les femmes et les enfants, dans des églises. Pendant que lui est en train de nous distraire, que non, nous voulons les dialogues, lui est en train de bombarder la population. Et vous pensez que l'AFC M23 peut accepter encore une fois de s'asseoir face à un homme pareil et se dire que nous devons encore dialoguer alors que les engagements que nous avons déjà signés ne sont pas encore respectés sur le terrain? Et donc, c'est pour dire à tous les Congolais que l'AFC M23 n'a jamais opté pour la guerre. Mais c'est ce qui nous a opposé, nous a imposé plutôt voilà, la on est en guerre. train de vous appeler pour échanger, mais vous hésitez d'y aller. En Angola, ce sont des Africains qui peut-être vont gérer à cette insécurité qui se coule à partir de la RDC. Bien sûr que Tshisekedi tue chaque jour les populations civiles. C'est chaque jour que Tshisekedi tue les populations. Pas seulement Massissi, vous avez suivi comment il a bombardé les gens, les mamans, vous avez suivi les images partenaires. Mais la question que je me pose, pourquoi ces ONG-là? Pourquoi la société civile-là? Pourquoi la communauté internationale reste
silencieuse face à toutes les actions que Tshisekedi est en train de mener sur les populations civiles. Quand il tue les gens, et puis le soir il nous dit, venez, nous allons dialoguer. En attendant, il envoie des SICO, il envoie des CH4 en train de drones de guerre pour aller bombarder les gens. Et pour nous, en fait, pour l'AFCM 23, nous avons toujours opté pour les dialogues, mais nous avons déjà dialogué. Nous avons déjà signé les engagements. C'est comme une femme. Vous épousez une femme. Après un temps, vous vous dites, madame, on va encore refaire le mariage. Vous avez... Après un mois, on refait encore le mariage. Alors qu'il y a déjà des engagements qui ont été pris, mais qui n'ont jamais été respectés. Sur le terrain, il n'y a rien. Alors vous nous dites, on va encore prendre d'autres engagements. Maintenant, tous les restes là des engagements qu'on a déjà signés. Quelle sera la suite? Est-ce que cela ne prouve pas que le médiateur n'était pas donc à la hauteur de gérer cette crise? Non. Parce que si on signe, on ne respecte pas, le médiateur est là, il observe, il ne fait rien. Non. Cela veut dire qu'il n'est pas à mesure. On sera... C'est ce qui a poussé Félix d'aller... Encore une fois en Angola. Oui. Non, je pense, au fait, cher partenaire, Félix est en train de jouer sa dernière carte. Et enregistre-moi aujourd'hui. Tshisekedi est en train de jouer sa dernière carte, c'est-à-dire, partout où il est allé, il a signé. Maintenant, quand on lui demande de rendre compte de ce qui a été signé, est-ce que vous savez qu'il a... Bon, je ne vais pas entrer dans la cuisine interne de l'Union sacrée. Moi, je pense que si Tshisekedi a chassé Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale, c'est parce que Kamerhe commençait à être un élément gênant. C'est Félix qui a chassé Kamerhe. Mais en effet... C'était les députés. L'Union sacrée, c'est sa boutique. Ce sont les députés qui ont voté pour... le départ de Kamerhe. Non, pas Félix. Ce ne sont pas ces députés-là. Ces députés, vous avez seulement utilisé. Vous avez suivi notre ami du Nord Kivu, malheureusement. Et ces députés-là de l'IDPS qu'on a utilisé et qui est devenu malheureux. Mais moi, je tente de dire qu'ici, on a chassé Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale. C'est parce que Kamerhe posait la question au gouvernement. Est-ce que nous pouvons évaluer le nombre des engagements qui ont été signés? Et surtout, les accords de Doha et de Washington. Parce que Tshisekedi n'a jamais fait l'objet d'un débat en public. Et c'est pourquoi je me pose la question, pourquoi tous les opposants restent silencieux face aux mafias que Tshisekedi est en train de commettre pour la République? Pourquoi Tshisekedi ne devrait pas venir à l'Assemblée nationale ou au Sénat et se dire, voilà ce qu'on a signé à Doha, voilà ce qu'on a signé à Washington, quel est votre point de vue? Chers Congolais, voilà ce que j'ai signé. C'est ça normalement ce qu'il devrait faire. Mais comme il croit en lui, qu'il fait le jeu des cache-cache, parce qu'il pense qu'il est en train de vendre les pays, je ne sais pas où, il ne peut pas en parler dans le grand public. Et pour l'AFCM 23, nous devons d'abord évaluer tous les accords qui ont déjà été signés. Nous devons d'abord connaître quelle sera la différence entre les initiatives de dialogue que nous avons déjà fait partout et ce que nous allons faire de nouveau en Angola ou au Togo. Voilà un peu. Sans cela, en tout cas, on laissera à Tshisekedi de faire seul. Voilà, Désiré Ntaïra, il y avait des engagements qui étaient signés donc à Doha, mais qui n'étaient pas respectés sur le terrain. Il y a eu le cessez-le-feu et autres. Mais ce n'est pas ce qui a poussé Félix Tshisekedi d'aller chercher un autre médiateur. Peut-être qu'il a estimé que Doha ne parvient pas à résoudre la crise qui est donc actuellement en RDC. Vous savez, messieurs les journalistes, j'ai suivi attentivement l'argumentaire de Hamza, des gars du M23. Il représente le M23 dans ce studio. C'est la voix autorisée de ce mouvement. Il dit, nous avons été reçus par le régime de Tshisekedi pendant 14 mois à Kinshasa. 14 mois, c'est 1 année et 2 mois. 1 année et 2 mois, c'est amplement suffisant pour avoir de la matière sur laquelle on peut se focaliser pour faire démarrer un processus. Il a dit, vers la fin, pose la question. Où sont les opposants dans cette crise, dans cette difficulté, dans ce problème? Et moi, je veux dire, où est la classe politique? Où sont les politiciens? Où est le Parlement?
Parce que nous, Nicolas, nous disons, cette république n'appartient ni à Kone Nanga, ni à Félix Tshisekedi seul, ni au M23, ni au gouvernement de Kinshasa seul, ni aux députés, ni aux ministres seuls. Ça appartient à tous les Congolais. Il n'y a pas un Congolais plus grand, il n'y a pas un Congolais plus petit. Nous devons nous respecter sur ce point-là. La République est notre dénominateur commun. Alors, je reviens vers Hamza quand il dit M. Tshisekedi est en train de tuer les gens. Il est en train de tuer, oui. Mais vous avez pris les armes. Les armes que vous avez prises ne sont pas des armes pour couper le bois, ne sont pas des armes pour cultiver, ne sont pas des armes pour soigner les malades, ne sont pas des armes pour donner le poisson aux gens, pour tuer aussi. Autant vous tuez, autant le gouvernement tue. Mais vos propres frères, Hamza, vous tuez vos propres frères. Vous, rébellion, vous, gouvernement. Mais quelle est la part dans tout ça de la population? Parce qu'au finish, nous tous, nous allons nous retrouver honteux. Et nous sommes honteux déjà, nous tous Congolais. Quand ce sont les autres qui n'ont vraiment pas affaire dans l'affaire congolaise, imaginez-vous, d'ici jusqu'à Washington, d'ici jusqu'au Qatar, quand même, il y a lieu de se dire, nous avons échoué à avoir une classe politique aussi médiocre, limitée, à n'avoir que des postes et consorts, quand on commence à voir des gens hautement placés en train de se ragaillardir dans des fêtes, dans des boissons, dans des habits, dans de ceci, au moment où la population crie misère, au moment où le pays est à feu et à sang. C'est une irresponsabilité de vous, les grands leaders aujourd'hui qui êtes à la manette, n'est-ce pas? C'est une grande humiliation que vous imposez à la population. Il faut nuancer. Il y a Tshisekedi, individu, et Tshisekedi, président de la République. Il y a ce qu'on ne peut pas signer. Ok, on peut signer. Peut-être il y a ceux qui se trouvent qui ne peuvent pas. Quand est-ce qu'il est individu et quand est-ce qu'il est président de la République? Quand il est président de la République, moi je le considère comme président de la République. Il y a des engagements qu'il ne peut pas prendre parce que ça engage la République. Et quand il signe comme président de la République, ça engagera des générations et des générations congolaises. Alors, on n'est pas d'accord. Il faut qu'on envoie des gens dans ces rencontres-là. Il faut qu'on envoie des gens qui connaissent très bien le terrain, qui connaissent très bien la situation, qui savent anticiper les choses. Parce que si vous allez dans les négociations, vous envoyez vos amis, vous envoyez vos frères, vous y allez juste pour avoir la prime de participation, vous allez signer des choses qui seront opposables à des générations et des générations congolaises. Et c'est sur ce point-là que nous échouons. Quand est-ce qu'on est individu, le président individu, une personne comme individu, il peut signer ce qu'il veut, il peut signer le matin, il refuse le soir, parce que c'est une affaire privée, c'est un fait privé. Mais ici, nous avons affaire au président Tshisekedi, président chef de l'État. Il a la légitimité, il a la légalité, nous devons lui dire, monsieur le président, vous engagez le pays, il y a des choses qu'on ne peut pas signer. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses, des endroits qu'on ne peut pas aller. Ok? C'est ça, effectivement. Vous êtes père de famille, vous êtes responsable d'une famille. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Parce que vous ne vous regardez plus, vous voyez d'abord la famille. Et donc, c'est à ça que nous devons arriver. Mais moi, je me dis, l'M23 a ses raisons qu'il nous brandit de prendre les armes. Nous vous disons, vous n'avez pas de raison de prendre les armes contre votre pays. Le gouvernement a ses raisons de dire, je ne peux pas négocier, je ne peux pas ceci,
il se donne des qualificatifs à tout point de vue. Nous n'avons pas raison de voir les gens s'injurier et consommer. Mais nous disons ceci. Quelle est la raison qu'on puisse avoir pour tuer son frère? Quelle est la raison qu'on puisse avoir pour déstabiliser son pays? Laquelle? Elle n'existe pas, à moins qu'on soit irresponsable. Donc, quand les autres planifient, comment ils peuvent nous faire des chevals de Troie pour accéder aux minéraux du Congo, pour accéder à la richesse du Congo? Nous sommes en train de nous régler les comptes, pensant que le problème c'est nous, alors que le problème c'est ailleurs. La cause profonde de cette guerre, elle est interne et externe. Peut-être les gens qui peuvent être de bonne foi pour aider le Congo à aller de l'avant, nous-mêmes, pour notre égoïsme, nous ne voulons pas. Il faut d'abord que moi on me voie. Il faut d'abord qu'on me voie. Cette manière-là de dire moi, Congolais, là, il faut regarder d'abord tous les Congos. Tous les Congos. Et c'est ça ce que nous sommes en train de dire à nos frères qui sont de part et d'autre au gouvernement comme au M23. Mettez de l'eau dans votre vin. Mes chers frères, nous souffrons, la population souffre. Elle souffre et elle souffre encore. Malheureusement, une population qui vous a élu. Vous, pas M23, je vois Hamza Rutega. Heureusement, avant que ce mouvement n'arrive, vous étiez à l'Union Sacrée. Vous étiez avec les gouverneurs actuels, des gouverneurs Poussi. Qu'est-ce que vous lui avez donné comme matière pour dire, monsieur le gouverneur, la guerre est à quelques kilomètres d'ici, faisons tout pour éviter cette guerre? Rien. Qu'est-ce que vous avez fait pour que aujourd'hui vous compreniez qu'il faut aller de l'autre côté parce que votre frère ou vos frères sont en train de souffrir? Qu'est-ce que vous avez fait? Aujourd'hui, ne nous limitons pas à ce qui se passe aujourd'hui. Voyons le Congo en 2027, 2028 et voyons le Congo et voyons-nous nous-mêmes après cette guerre. Qu'est-ce que ça va être? Et donc, moi je pense, et nous du COREP, nous pensons bien que, comme je l'ai dit dans la première prise de parole, nous devons aimer le Congo. Si nous voulons aimer nos prochains, aimons d'abord le Congo. Si nous voulons aimer le Congo, aimons d'abord nos prochains. Aujourd'hui, les gens ne travaillent plus parce qu'ils n'ont pas de salaire. Aujourd'hui, les gens se posent la question, si cette guerre continuait, bientôt une année après, qu'est-ce que nous sommes devenus? C'est à Bukavu que ça sera bientôt une année, mais à Bunagana, c'est plus d'une année. Oui, voilà, c'est ça. Vous imaginez ça? Vous imaginez, messieurs les journalistes, si on impose aux gens 4 ans, je parle de Bunagana, 4 ans de guerre, 4 ans de souffrance, et ce sont des pertes en vies humaines, des opportunités se volatilisent parce que des individus ont décidé de se régler les comptes. Et il y a une question que je me pose. Est-ce que ces gens ne sont pas en train de nous cacher quelque chose? Vous du M23, vous du gouvernement. On dirait que à un certain moment, vous ne voulez pas que la guerre finisse. Parce que, en tout état de cause, si on regarde les images qu'il y a eu la fois passée, des bombardements, des images, les corps qu'on a enterrés, les corps qu'on continue à enterrer. Mais quand même, mes chers frères, essayez de trouver la solution à ce problème. Pour dire que vous êtes pour aussi le dialogue entre Congolais. En tout cas, nous du COREP, à 100%, nous sommes pour le dialogue, mais un dialogue sincère. Quel format alors? Parce que le format de ce dialogue, comme de la même manière que ça se passe à Doha, Angola ou comment? Mon cher, quels que soient les médiateurs, quels que soient les lieux, nous voulons que
la guerre finisse. C'est-à-dire un dialogue où les Congolais vont se rencontrer. Pas seulement les Congolais qui vont nous présenter un narratif de partis au pouvoir, de personnalités politiques que nous connaissons. Non, non. Des personnalités politiques parmi lesquelles les représentants des victimes. Nous sommes là. Nous sommes victimes de cette guerre. Nous, du COREP, nous avons une solution à ce problème parce qu'on doit faire rencontrer les politiciens du M23 et ceux du gouvernement pour leur dire nous devons être républicains. Républicain, c'est quoi? La particularité pour nous, c'est de dire même l'M23, il y a ce à quoi le féliciter, il y a ce à quoi le condamner. Le gouvernement, il y a ce à quoi il faut féliciter, il y a ce à quoi il faut condamner. Regardons plus ce qui nous unit que ce qui nous divise. C'est ça ce que nous voulons amener comme matière à ces négociations. Il y a l'AFC qui demande d'abord l'évaluation des engagements signés avant de s'engager aussi en Angola. Comment trouvez-vous cette position? Bien entendu, on ne part pas du nouveau. Ils ont commencé. Et tous les deux belligérants ont commencé quelque part. Ils doivent nous faire avancer, pas évaluer pour dire arrêtons-nous à ça, non. Évaluer pour dire avançons sur ceci ou cela, avançons parce qu'après tout nous sommes Congolais. Mais si on se fait manipuler par X, Y de l'extérieur, là on n'arrivera pas. Et si Qatar n'a pas su résoudre le problème, ils ne peuvent pas se diriger vers Angola pour voir si peut-être là ils peuvent donc se mettre d'accord sur. C'est possible que l'un ou l'autre a trouvé qu'il n'a pas trouvé gain de cause par Qatar. Ok, alors allez en Angola. Si Angola peut nous amener à trouver la solution, on y va. Mais nous ne disons pas que... Comprenez que l'AFC vient de nous dire ici que pour aller en Angola, il faut d'abord qu'on termine avec l'évaluation. Et c'est ça où il y a les problèmes. C'est à eux de se comprendre bien qu'ils vont évaluer. Pour dire que la machine va encore se stopper par là. Et si la machine se stoppe, c'est la population qui va payer cher. Oui, c'est ce que nous sommes en train de nous dire. Que la population est victime de tout ce qu'il y a de l'égoïsme des uns et des autres. Pourquoi vous voulez bloquer ces processus-là? Donc, vous, c'est-à-dire M23 et les amis du gouvernement. Et donc, ils se conviennent. Ils savent de quoi ils sont en train à quoi ils sont en train de jouer. Parce que, après tout, on ne comprend pas pourquoi, par exemple, on quitte Doha. On savait. D'ailleurs, personne ne s'attendait à Doha. Avant d'aller à Doha, ils étaient en Angola. Ouais. Mais c'est dans les après-midi qu'on a vu les images. Les images entre le président, donc à Doha, entre le président du Rwanda et celui du Congo, alors qu'on les attendait en Angola. Voyez-vous? Donc, on ne comprend rien. Ce n'est pas un jeu politique pour distraire le peuple. Moi, je vous assure, et nous l'avons toujours dit, que c'est un jeu politique. Cette histoire est très, très politisée, à telle enseigne que on se dit, il n'y a que eux qui ont la solution. En tout cas, ce n'est pas le président Lorenzo. Ce n'est pas l'émir du Qatar. Ce n'est pas le président Donald Trump. Ce sont les belligérants eux-mêmes. Même ces belligérants congolais qui doivent être honteux de voir qu'ils sont en train d'ouvrir un boulevard de la communauté internationale de venir prendre, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme richesse au Congo, et eux-mêmes vont rester avec des miettes. Il ne faut jamais trahir votre pays. Il ne faut jamais trahir votre nation. Il ne faut jamais trahir les gens qui vous ont élus. Moi qui vous parle, j'étais candidat député national. J'étais candidat gouverneur. Je connais comment la souffrance d'un individu, d'un citoyen, est lorsqu'il se démène pour aller voter pour vous. Mais malheureusement, c'est la même personne que vous trahissez. Vous lui imposez la misère, vous lui imposez la guerre. Vous ne serez jamais réjoui de ce que vous faites. C'est le malheur. Parler des élus ici chez nous. Non, dans cette situation, est-ce que... Je ne vois pas un élu au Sud Kivu. Bon, il y a des élus du Sud Kivu, mais je ne vois pas des élus au Sud Kivu. Voyez la misère de cette population. Aucun élu n'a un jour dit qu'il vient compatir avec sa population. Et je ne pense pas.
que le M23 refuserait à un élu de venir compatir avec sa population. Je ne le vois pas. Mais ces gens-là sont à Kinshasa. D'autres sont dans des capitales étrangères, en train de se réjouir tout simplement de tout ce qu'il y a comme émolument, leur salaire et consorts. Imaginez-vous qu'un député national a entre 21 et 33 000 $. C'est combien d'argent fois 500 députés? Imaginez-vous qu'un ministre national, au moins sans de commission, il a 50 000 $. Est-ce qu'il a besoin que la guerre se termine? Non. Un sénateur, le président du Sénat, a une affaire de 500 000 $. Tout cet argent-là n'est pas venir compatir avec la population congolaise qui souffre. C'est ça la misère, c'est ça la sorcellerie, c'est ça ce que nous sommes en train de dire. Les pays qui veulent nous amener la solution. Mais quand ils regardent les salaires ou les émoluments de ces gens-là, mais c'est la folie. Au Qatar, c'était seulement les acteurs politiques AF-123 et le gouvernement qui a changé. Mais c'est comme si à l'Angola, il y aura également la société civile. Si la technique est prête, nous allons écouter un élément nous préparé par Elia Mouzalia qui montre comment la délégation de l'ECC et Senko était donc reçue par le président Lorenzo. C'est toujours dans le cadre de préparer le terrain. Espérons que aussi la société civile sera représentée, ce qui sera donc en plus du côté d'Angola. Mais monsieur le journaliste, quelle société civile? Parce qu'il y a aussi... Quand on parle de l'église, Senko, c'est une composante de la société civile. Senko et l'ECC. Vous savez là où nous sommes tellement perdants. C'est que même la société civile est complètement divisée. La société civile pro M23, la société civile pro gouvernement. Ils vont quoi? Et d'autres acteurs politiques feront partie de cette initiative. Et puis comment on va les choisir? Donc, je me pose la question, qui représente les Congolais finalement? Parce que les gens, on pouvait faire foi à la société civile. Mais quelle société civile? Il y a ceux qui sont avec Tshisekedi, il y a ceux qui sont avec les M23. Il y a ceux qui sont pro. Mais c'est à ce moment-là que nous sommes en train de nous dire, nous sommes la seule composante capable de dire, et que nous l'avons toujours dit, et nous n'avons pas fui. Nous n'avons pas fui les armes du M23, nous n'avons pas fui les armes du gouvernement, nous sommes restés parce que nous devons nous dire la vérité pour dire que nous sommes tous Congolais. Nous ne pouvons pas tomber dans les injures faciles aux gens. Non, nous respectons les uns et les autres, mais nous leur disons la vérité dans le respect des lois et de l'autorité. Donc, ce Congo, c'est nous tous. Donc, quand on va dire les personnalités politiques, la société civile, je ne sais pas quoi, non. On veut bien que ces gens seraient représentés. Mais quelles personnes? Qu'on puisse prendre les représentants des gens de Bunagana. Les gens d'Ouvira. Mais c'est Senko est partout. Hein? L'église catholique est presque partout en RDC. Mais presque, qui vous dit que c'est seulement un évêque qui fait bien parler pour la population? Qui vous dit que c'est seulement un pasteur qui peut bien parler pour la population? Et non, il faut savoir ça. Je veux bien que ce sont les hommes de Dieu. Moi aussi, je suis un homme de Dieu. Et vous voulez que tout le monde y participe? Tout le monde ne peut pas y participer. Mais regardez, par exemple, quelqu'un qu'on a bombardé sa famille, ses enfants. Il a perdu 9 ou 10 enfants. Celui-là peut mieux parler pour les victimes que quelqu'un de la Senko. Je ne refuse pas que la Senko ne peut pas y aller. Je ne refuse pas que l'église protestante ne peut pas y aller. Peuvent y aller, mais se faire accompagner par ces gens-là. Parce qu'ils ont la matière. Nous avons vécu les moments difficiles. Nous sommes encore ici au moment difficile. Nous avons la matière. Nous connaissons ce qu'il y a. Nous connaissons la situation. Mais donc nous devons nous responsabiliser nous tous. Vous vivez les conséquences, mais on veut gérer les problèmes et pas les conséquences. Bien sûr. Ceux qui gèrent le problème, la cause, ils doivent se dire. Mais nous vivons les conséquences. Parce que nous n'avons jamais participé. Mais nous connaissons aussi la cause, c'est la mégestion du pays, mon frère. C'est la mégestion. Qui donne plus de force au M23?
N'est-ce pas que c'est une gestion? Qui donne la faute à dire à Tshisekedi? C'est parce qu'il y a l'avancée du M23. Voilà. Donc nous voulons nous dire, nous du COREP, nous devons dire à la population, au peuple congolais, à ce gouvernement, nous tous, nous sommes responsables d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc si cette population, je vais terminer, si les députés faisaient même les députés de Bukavu, nous avons 5 députés, non, députés nationaux, s'ils faisaient une déclaration pour dire notre population est en souffrance. Par conséquent, nous voulons qu'il y ait dialogue à tout point de vue, un dialogue sincère. Ils font une déclaration signée XYZ, député élu de Bukavu. Vous pensez que ça ne va pas faire pression sur ceux qui doivent aller dans ces négociations? Mais ils se taisent parce qu'ils se focalisent sur leurs émoluments, leurs intérêts personnels. Et donc, après cette guerre pour la population congolaise, comprenez bien que cette guerre, c'est un mal nécessaire. Ça a été mauvais de faire la guerre, mais c'est un mal nécessaire. Et puis, nous allons encore revenir dans ce studio. Le président angolais a reçu mercredi 14 janvier 2026 à Luanda une délégation conjointe de la conférence épiscopale du Congo Senko et de l'Église du Christ au Congo ECC. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire préoccupante en République démocratique du Congo et sur les perspectives de dialogue pour une sortie des crises. La délégation a été conduite par le président de la Senko, Monseigneur Fulgence Mouteba, accompagné de Monseigneur Donancier Cholet, secrétaire général de cette structure. Cette entrevue organisée à l'initiative du président de la République d'Angola, Joao Lourenço et président en exercice de l'Union africaine, a permis d'évaluer la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par l'insécurité persistante, les combats et les conséquences humanitaires graves, ajoutent les tabloïds. Devant le chef de l'État angolais, les responsables religieux prometteurs d'impact social pour la paix ont réaffirmé leur disponibilité à collaborer activement aux initiatives de paix de Washington et de Doha. À Luanda, cette démarche s'inscrit dans une dynamique diplomatique importante mise en place par l'Angola, peu après que le président Félix Tshisekedi ait effectué 2 visites dans la capitale angolaise, respectivement le 5 et 8 janvier dernier. Ces visites du chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, visaient à explorer des solutions de paix complémentaires au processus de Washington et de Doha, tout en soutenant l'établissement d'un dialogue inclusif qui inclut toutes les parties impliquées afin de restaurer la stabilité régionale. Voilà, Hamza Rutega, l'Église catholique, elle est cessée déjà réussi en Angola et cette organisation semble être pour cette initiative. Oui, vous savez... Alors que vous tardez toujours les pas. Oui, vous savez, les CC et la Senko sont d'abord déçus parce qu'ils ont été humiliés à maintes reprises par le régime de Kinshasa. Vous vous rappelez, partenaires, car la Senko et les CC sont partis présenter la feuille de route de ce dialogue au régime de Kinshasa à Félix Tshisekedi. Vous connaissez les injures que les évêques, que les pasteurs de l'ECC ont subi partout dans les médias à Kinshasa, partout dans les réseaux sociaux, partout dans les réunions et des lieux sacrés à Kinshasa. Nous devons le dire. Et les CC, vous avez vu comment ils ont été partout, comme je le disais, au Rwanda. Vous avez vu avec le président rwandais, vous avez vu à Goma avec la coordination de l'AFCM 23. Vous les avez vus en Angola encore une fois, vous les avez vus partout, même aux États-Unis. Cette démarche est favorisée par l'AFCM 23 selon le gouvernement. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Que l'ECC a été déçu. La Senko et l'ECC ont été déçus par le régime qu'ils ont humilié. Et aujourd'hui, c'est qu'ils reviennent maintenant à la case de départ. C'est qu'ils se retrouvent maintenant coincés. Ils se retrouvent affaiblis. Et il va dire au président angolais, Veuillez associer, veuillez parler, veuillez chuchoter à l'oreille de ces évêques. Et
Et quand les évêques étaient en Angola, la fois dernière, ils n'ont pas tout dit dans votre reportage que nous venions de suivre maintenant là. Mais la réalité a été dite au président de l'Union africaine, Joao Lourenço. Les évêques lui ont dit la vérité. Président, quelle est cette réalité-là? La réalité est unique. On ne doit pas laisser les couloirs libres. On ne peut pas laisser la médiation à quelqu'un qui fait partie du problème. C'est ça la position de la CENCO et de l'FCC. C'est ça la position de notre mouvement AFCM 23. Parce que pour Tshisekedi, on doit lui laisser le couloir libre de lui-même d'aller, je ne sais pas, organiser ces dialogues. Mais comment? Explique-moi. Toi, tu fais partie du problème. Et donc, c'est toi qui es à l'origine de tout ce qui se passe au pays aujourd'hui. Et d'un coup, tu nous dis, bon, donne-moi l'occasion, donne-moi l'opportunité. Maintenant, je dois faire les castings. C'est ce que disait mon ami Dikorep. Je dois maintenant faire les castings ou les choix des acteurs qui vont participer dans le dialogue. Je dois organiser moi-même. Je dois faire la vie. Mais comment? Avec l'initiative d'Angola, on comprend que Félix a compris qu'il nous faut un autre médiateur. En fait, c'est ça la réalité. Mais ce qu'il est en train de demander en Angola, ce n'est pas que le président de l'Union africaine puisse tenir ou puisse être le médiateur de ce dialogue. Ah bon? C'est faux. Il est en train d'inviter au fait les gens en Angola pour que l'Angola puisse convaincre les acteurs qu'ils puissent aller participer au dialogue qui sera convoqué par la Tshisekedi. Et l'Église catholique est déjà convaincue? Oui, non, l'Église catholique a tout dit. Ils ont dit que si Tshisekedi convoque, nous on ne sera pas partie prenante. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir avec quelqu'un qui a créé les problèmes. Même l'opposition non armée ici à côté, je ne sais pas s'ils seront un jour d'accord avec qui puisse convoquer le dialogue. Ce moment-là est passé, au fait, le moment est révolu. Ça, c'est un. Deux, chers partenaires. Aujourd'hui, Tshisekedi demande à l'SCC d'aller être consulté par le président de l'Angola. Aujourd'hui, le président angolais appelle quelques acteurs qu'il a ciblés. Et nous avons dit au président de l'Union africaine, son Excellence Joao Lourenço, que nous ne saurons pas prendre part à un dialogue non inclusif. C'est-à-dire à un dialogue qui sera guidé en distance par Tshisekedi, en nous imposant les acteurs qui vont participer. Nous avons refusé. Nous avons dit au président de l'Angola, vous devez faire participer tous les acteurs, toutes les victimes, je m'excuse. C'est-à-dire, tous les exilés politiques doivent participer dans le dialogue. L'ancien président Joseph Kabila, que Tshisekedi a condamné à mort. Le président de l'ensemble pour la République, Moïse Katumbi, qui est aujourd'hui en exil. Le président de LGD, M. Matata Mponyo, qui est d'ailleurs un député, je ne sais pas un sénateur, mais qui est exilé parce que Tshisekedi voulait le faire exécuter. Ça sera encore ces mêmes acteurs qui participent au dialogue organisé en RDC. Non, c'est pour dire. Ça va revenir au même. Pour Tshisekedi, au fait, il voulait créer ses propres acteurs à lui. Ses amis. Comme vous connaissez toujours, que la Julie a toujours fait. Vous savez que jusqu'à ce moment-ci, et la population de Bukavu est informée, que Shadari a été kidnappé chez lui à 2h du matin à Kinshasa. Et aujourd'hui, ni sa femme, ni ses enfants, personne ne savent pas où se trouve Shadari. Vous savez tous ces amis-là qui ont dit que Tshisekedi aussi était maîtrisable. L'ami là, mon ami maîtrisable. Vous savez qu'on est en train de l'intimider dans des cachots pour lui dire tu dois faire une vidéo, tu dois faire ceci pour montrer que tu soutiens le régime actuel. Et c'est la même chose qu'on est en train d'obliger à Shadari, à Menou Shadari. Comment voulez-vous que nous puissions trouver une solution pacifique à cette crise? Mais au même moment, vous continuez à condamner les gens, vous continuez à kidnapper les gens, vous continuez à museler l'opposition, vous continuez à tuer tous celui qui s'oppose contre votre manière de gérer la République. Et donc, pour nous, en fait, pour l'AFCM 23, nous restons catégoriques. Nous avons toujours prôné une solution pacifique de cette crise.
Mais devant qui? Qui va nous entendre? Tshisekedi aime la guerre. Et pour vous prouver qu'il aime la guerre, vous pouvez, il y a les éléments sont dans vos machines. J'estime que vos techniciens détiennent encore les éléments. Quand il envoie ses frères dans les médias à Kinshasa, allez dire que la guerre est à plus de 2 km de Kinshasa et qu'il y a République démocratique, il n'y a pas la guerre. Quand vous suivez la déclaration de sa maman, allez bombarder tous ces gens du Kivu, allez tuer tous ces gens sont des traîtres, sont des Rwandais. Et aujourd'hui, Tshisekedi est en train d'appliquer ce conseil de sa mère. Aujourd'hui, Tshisekedi est en train de nous bombarder. Tshisekedi est en train de nous tuer. Parce que sa maman l'a demandé de bombarder tous ces gens. Vous avez suivi le discours de son directeur de cabinet, qui est un natif du site Kivu. Quand il est parti chercher, je ne sais pas, les partenaires qui vont œuvrer à Kinshasa, il a dit quoi? Il n'y a pas la guerre au Congo. Vous savez ce qu'il a dit aujourd'hui et avant-hier devant les militants de l'IDPS. Tshisekedi a dit Batowana Togosona Bangote, Basse Bana Bazui Baarme Pona Mboka Makamo. Nous, aujourd'hui, Amzé Rwandais, c'est un citoyen rwandais. Il peut le dire peut-être pour vous faire pression. Vous amener... Un président de la République qui ne dit n'importe quoi. Tu as suivi mon ami Dikoreb quand il a dit qu'il y a la différence entre Tshisekedi comme individu, comme personnalité, et il y a Tshisekedi comme président de la République. Quand vous êtes un homme d'État, vous êtes un président de la République, vous engagez la République. Vous détenez la vie depuis de 20 millions d'habitants, de 80 millions, 100 millions d'ailleurs, aujourd'hui, dans votre propre main. Mais vous voulez sacrifier ces 100 millions-là de l'habitat pour vos intérêts privés, vous et ta famille. Et donc, chers partenaires, nous devons le dire, et je vais de répéter encore, Tshisekedi est en train de jouer sa dernière carte. Et tout ce qu'il est en train d'entreprendre comme, encore une fois, initiative d'aller au dialogue, ok, nous voulons le dialogue. La dernière carte peut réussir. Hein? Réussir, oui, et nous sommes d'accord que ça puisse réussir parce que nous avons toujours prôné la paix. Nous voulons la paix dans notre pays, chers amis. Nous voulons la paix. Et nous avons déjà démontré la bonne foi. Je vous ai dit que nous avons été invités à Kinshasa, nous étions là. Nous étions invités au Kenya, nous étions là. En Tanzanie, nous étions là. Quand il a amené même les milices de Wazalendo, ici à côté à Nairobi. Et nous avons dit, vous aviez claqué la porte. Nous avons dit, nous ne serons pas s'asseoir et parler des causes profondes de la crise face aux gens qui toi-même tu dis que tu ne les maîtrises pas. Lui-même, Tshisekedi a dit que bon, il ne contrôle pas les Wazalendo, il ne contrôle pas tout ce qui utilise les FDLR, il ne contrôle pas. Même, Tshisekedi ne connaît même pas que la Rwanda burundaise est aussi les seuls Congolais. Comment ça? Mais c'est ce qu'il a. Non, moi, je dis que tout ce... Tshisekedi ne connaît même pas qu'il est en train de bombarder les gens de l'Est. C'est ce que tu vas te dire, bon, je ne suis pas au courant. Tshisekedi est innocent, il est innocent dans son fond intérieur, il ne connaît rien. Bref, c'est un homme qui ne sait pas ce qu'il fait. Et nous devrions demander, et ce que nous demandons à la population, comme cadre de la FCM23, nous sommes en train de demander à notre population de s'élever, de venir soutenir cette révolution. Hier, nous avons fêté je ne sais pas, hier, l'histoire de la libération de notre pays par Mzee Laurent Désiré Kabila. C'était une révolution qui a chassé, qui a mis fin à la dictature au sommet de ce pays. Et je dis bien la mort, je m'excuse. Et aujourd'hui, cet héros-là est parti. Sacrifié par qui? Par les impérialistes. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Mais c'est même ce qui nous amène la dictature au pays. Nous lui donnons des conseils. Il n'applique rien. Nous demandons à Tshisekedi pourquoi tu brades nos minéraux, pourquoi tu brades nos richesses pour te maintenir au pouvoir de Tshisekedi. Et la population est témoin que nous devons nous mettre ensemble pour mettre fin à ce régime. Parce que le problème du Congo aujourd'hui, ce n'est pas Ntaïra. Ce n'est pas Katumbi qu'on a chassé. Ce n'est pas tous ces exilés politiques, les 7 qui coulent les autres. Le problème aujourd'hui, c'est Tshisekedi et ses adeptes. Et quand je dis des adeptes, tu vas en train de voir comment il est en train de mystifier, il est en train d'humilier tous les grands acteurs politiques de cette République. Pour lui, il doit tout mettre à côté et se créer
un système propre en lui. Voilà. Et nous avons dit, la République nous appartient tous. La République, ce n'est pas pour Tshisekedi et sa famille. La République, c'est pour tous les Congolais, parce que personne, et c'est ça aussi ma dernière question, chers partenaires, parmi nous ici, y compris Désiré Ntaïra, qui a demandé à Dieu que nous puissions être des Congolais? Parce que si moi me posais la question, quand ma maman était engrossée ou enceinte, si on me posait la question, tu veux que tu puisses être né sur quel sol? Je ne demanderai pas cette misère, cette souffrance sur le sol congolais. Je demanderai que je sois américain, que je sois russe, que je sois autre, que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais pourquoi Tshisekedi est en train de nous diviser? En nous regardant, tu es d'une longue taille, tu es rwandais. Tu es d'une courte taille avec un gros nez, tu es congolais. Quand tu parles la langue maternelle de tes ancêtres, tu es tel. Quand tu parles, tu es tel. Mais pourquoi Tshisekedi tu es venu avec cette philosophie-là de nous diviser et de nous entretuer? Et aujourd'hui, voilà ce qui est. Nous allons encore revenir vers vous. Nous allons d'abord prendre Désiré Ntaïra avec cette réaction de Seth Kikouni par rapport toujours à ces assises qu'on est en train de préparer en Angola. Seth Kikouni accuse le président Tshisekedi qu'il considère d'ailleurs comme problème de supplier Luanda à convaincre l'opposition à accepter un dialogue pour masquer l'effondrement politique, institutionnel et moral de son régime et se maintenir aussi au pouvoir. C'est ça sa réaction. Je veux bien que Seth Kikouni réagisse de cette manière-là. L'opposition politique, parce que c'est d'elle qu'il faut parler, à mon niveau, à mon avis, je ne vois pas l'impact vraiment de cette opposition politique face à la crise actuelle. Ah bon? Comment ça? Je ne la vois pas parce que une bonne opposition, forte opposition, fait bouger les lignes, fait travailler un pouvoir. C'est pas pour rien qu'en démocratie, on a établi l'opposition et la majorité. Oui. Il n'est pas dit que vous devez être mieux, travailler pour votre pays lorsque vous êtes au gouvernement ou à la majorité. Non. Un opposant peut travailler pour son pays parce qu'il pousse le gouvernement, le pouvoir à travailler. Mais une opposition, juste qui se réveille lorsqu'il faut réclamer, il faut tout simplement ne voir que les mal de celui qui est au pouvoir. Seth Kikouni, je l'ai vu ici pour la première fois, à part des tweets qu'il faisait. Moi, je l'ai vu pour la première fois en campagne, ici, dans la suite de Moïse Katumbi. Il a eu du mal même à parler le Kiswahili ici. Je le respecte beaucoup. Est-ce que c'est ça le problème? Il faut... C'est-à-dire, nous devons compatir. Il faut parler le Swahili pour être... Je suis en train de... Non, c'est pas ça. Je voudrais... Nous devons compatir avec la population qui souffre. Ce dialogue-là doit avoir lieu. Et les opposants, qui se disent opposants politiques, doivent aussi accepter qu'il faut aller dans ce dialogue pour faire valoir leurs idées, pour imposer leurs idées. Pour imposer leurs idées, c'est-à-dire que les pays sortent de cette misère, de cette guerre. Pas pour dire, nous devons douaner tel, nous devons donner tel. Si par exemple, vous avez fait des infractions contre les pays, ce n'est pas ce dialogue qui doit vous blanchir. Je pense que Hamza est d'accord avec moi. Quelqu'un ne peut pas, par exemple, avoir rasé tout un village, mais au nom du dialogue, qu'on puisse le blanchir. C'est pas possible. Donc nous voulons que les gens aillent dans ce dialogue pour se parler suffisamment. Seth Kikouni, en tout cas, je lui donne mon respect. Mais nous devons être des opposants aussi, pas seulement pour réclamer des postes, pour réclamer la passion, pour bloquer. Nous devons être des opposants dynamiques. C'est pourquoi on est républicain. Un républicain doit dire à Tshisekedi, doit regarder aussi le bien de Tshisekedi.
Tout comme on peut regarder le mal de Tshisekedi. On doit regarder le bien du M23, tout comme le mal du M23. C'est cette combinaison-là de points de vue que nous sommes totalement différents avec eux. Nous sommes une opposition véritablement républicaine. C'est-à-dire, ce que vous faites du bien, nous félicitons. Ce que vous faites du mal, nous condamnons. De part et d'autre. C'est pourquoi nous sommes dans cette dynamique-là. Donc, quand Kikouni dit que bon, Tshisekedi veut convaincre Lorenzo a appelé l'opposition politique pour ceci ou cela, on veut bien. Mais une opposition politique doit se faire sentir, même quand il n'y a pas de guerre. Mais cette opposition existe toujours. On ne peut pas refuser à quelqu'un de s'appeler opposant. On ne peut pas. On ne sent pas l'impact de l'opposition. On ne sent pas ça. On ne sent pas ça malheureusement. C'est peut-être parce que les leaders sont en exil actuellement. Mon cher, je ne vois pas. Je ne pense Moïse, pas. Et les autres. Vous savez pourquoi Tshisekedi est en train de les humilier? Parce qu'il les connaît. En 2018, il y avait tous contre Kabila, n'est-ce pas, contre Shadari. Moïse Katumbi était avec Tshisekedi. Kamere était avec Tshisekedi. Moïse, Kamere, Fayulu, Bemba, Matungulu. C'est une longue liste. Ils étaient avec Tshisekedi. Ils se connaissent. Ils se parlent. Ils se connaissent et ils se parlent encore. Ok? Mais aujourd'hui, ils deviennent ses opposants. Mais ils se connaissent, non? Est-ce que je peux vous dire que, en analysant au fond les élections de 2023, Tshisekedi était le ticket gagnant de l'opposition? Je dis bien, en analysant au fond, Tshisekedi était le ticket gagnant de l'opposition. C'est parce qu'il faut parler de cette opposition politique. Vous ne pouvez pas refuser que vos militants ne postulent pas aux élections députation nationale, députation provinciale, municipale, et que vous-même, avec votre petit dossier, vous introduisez votre dossier comme candidat président de la République. Mais vous voulez quoi? Vous donnez un chèque en blanc à votre adversaire. Je parle de décider. Pourquoi ils ont demandé à ces députés nationaux, provinciaux et municipaux à ne pas postuler lui-même, sachant bien que ce qui fait la campagne d'un candidat président sont des députés? Ça, c'est un. Katumbi, il a fait une campagne. Parce qu'on ne peut pas faire la campagne dans les avions seulement. On fait la campagne lorsqu'on regarde, on parle à sa base. Donc, nous ne voulons pas. On a donné du chèque en blanc à M. Tshisekedi. Et M. Tshisekedi connaît ça. Et c'est pour cette raison qu'il est en train de les humilier. Et donc, de toute façon, il n'a pas raison d'humilier qui que ce soit. Parce que ce pays, cette république n'est pas pour Tshisekedi seulement. N'est pas pour ses opposants seulement. N'est pas pour moi-même. Non pas pour vous-même. C'est pour nous tous. Et donc, lorsque nous parviendrons à comprendre qu'il faut faire le dialogue consensuel de manière claire et nous dire la vérité pour l'intérêt de la République, nous allons avancer. Et comment il a réussi à forcer les acteurs, les grandes têtes, si je peux les appeler ainsi, de l'opposition à s'exiler? Comment il a réussi à arriver à ce point? On voit dans d'autres pays, les acteurs politiques de l'opposition, ils résistent. Hein? Oui. Hein, même s'ils sont arrêtés après, ils continuent avec la lutte. Mais actuellement, Kinshasa est vide, hein, si on peut le dire. Ils lui ont étalé leur faiblesse. En effet. Tout simplement. Ils lui ont étalé leurs faiblesses. Et lui a eu le temps de les analyser dans leurs faiblesses. Pourquoi l'ancien président Kabila avait dit s'il avait 15 personnes autour de lui, il accomplirait sa vision. J'ose croire que ceux qui étaient à côté de lui n'avaient pas compris ce langage. C'était pour dire que hakuna kitu. Ni munaona batu mais hakuna kitu. Je suis seul. Je suis seul. Et c'est de cette même manière que Tshisekedi, il a peut-être compris, il a analysé les faiblesses des uns et des autres. Vous ne pouvez pas être, mon cher ami, vous ne pouvez pas être le matin opposant, le soir vous êtes majorité. Vous ne pouvez être le soir majorité, le matin vous êtes opposant. Vous êtes quelle opposition? La politique est dynamique. Mon cher ami, cette dynamicité-là, est-ce que moi je ne suis pas politicien?
Je ne fais pas la politique. Tu étais dans l'opposition. Alors, tu es non, en je suis où Correct, c'est quoi? C'est la majorité? Correct, c'est l'opposition Correct, c'est républicaine. 50-50. Si je ne me trompe pas. C'est ça, effectivement. C'est ça, effectivement, une opposition républicaine. C'est-à-dire, vous ne faites pas être opposant juste pour injurier les gens du pouvoir. Ou les applaudir tout simplement. Non. On doit dire la vérité quand il faut dire la vérité. Les gens du M23, nous leur disons bravo pour ce que vous faites. Mais jusque-là, vous ne faites pas ceci ou cela. C'est ça, en fait, dans le respect des lois et des autorités. Il ne faut pas être tout simplement un opposant, vous injuriez, vous ne voyez que le mal de l'autre. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, à un certain niveau, comme vous le dites, Hamza l'a dit, les bancs de l'opposition radicale n'existent pas. Il est vide. Mais ils sont partis. Ils sont opposants tout simplement parce qu'il faut venir chercher le poste. Ces opposants ne devraient pas sauter sur cette opportunité de l'Angola, d'Angola, bien sûr, pour profiter encore de retourner ou de revenir au pays. C'est ça, effectivement. Donc, un opposant, avant d'être opposant, il est d'abord citoyen d'un pays. Partout où on cherche la solution au problème qui déchire son pays, il doit y aller. Il ne doit pas regarder l'individu. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'il faut nuancer l'individu Tshisekedi et Tshisekedi président République. Quand il est président République, le pays, il engage le pays. Et nous devons lui parler comme président République. Parce que Haïko Yake. Vous êtes gouverneur de la province Sud Kivu, ce n'est pas, vous voyez l'excellence Boussou Bangui. Il est gouverneur de la province du Sud Kivu. Le Sud Kivu n'est pas pour lui, il nous représente, s'il faut dire comme ça. Wow. Donc si on l'avait voté, ok, parce qu'il n'a pas la légitimité, donc on n'a pas voté pour lui, mais il est l'autorité aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui a la province du Sud Kivu. Ok? Donc son ami, lui aussi, il est légitime, légal. Oui, pour nous, il est légitime, mais il est légal. Mais nous sommes dans une situation où nous voulons dire que les deux, que ce soit Pouroussi, que ce soit Boussou Bangui, tous sont des Congolais. Ils doivent nous amener à dire, après tout, Congo n'y est tout chiboté, Sud Kivu n'y est tout chiboté, mettons-nous ensemble. Et donc, sur le cas de ces opposants-là, et moi je le dis, on ne peut pas être opposant, tout simplement on s'oppose à un citoyen, un individu, Tshisekedi. Non. Tshisekedi c'est un système. Le système Tshisekedi s'appelle ces gens-là qui sont autour de lui, qui ne peuvent pas lui donner tel conseil parce qu'ils ont peur qu'il soit chassé. Qui peut chasser un député? Qui peut chasser un député? Donc la Constitution ne montre pas à quelle loi. Quelle est la loi qui demande à ce qu'un président chasse un député? Et pourquoi les députés ne sont pas impliqués? L'Assemblée nationale n'est pas impliquée dans ce... Et pourtant, ce sont eux qui devaient être impliqués. Ils devaient faire pression. Parce qu'ils ont l'immunité, ils ont le pouvoir du peuple. Et c'est leur peuple qui souffre, leurs électeurs qui souffrent. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'estiment pas qu'ils sont vraiment des députés. Peut-être qu'ils ne comprennent pas leur rôle de député. Ils ne comprennent pas. Parce que moi, je me dis, en tant que député, si je passais comme député, si c'est de cette même manière que je serais en train de me comporter, non, ça ne va pas comme ça. C'est-à-dire, un député doit être là où sa population souffre, ses électeurs souffrent. J'ai posé la question à Hamza. Est-ce que vous seriez capable de coffrer ou de mettre en prison les députés qui viendraient solidariser avec leur population? Jamais. Jamais. Mais parce qu'ils comprennent bien qu'ils répondent au mot d'ordre de quelqu'un qui n'est pas la population. C'est comme ça ils ont fui. Ils ont fui. Nous sommes restés ici, opposants républicains. Je suis resté ici. Est-ce qu'on m'a un jour attaqué? On m'a un jour intimidé? Non. Parce qu'on doit respecter les autorités, on respecte les lois du pays. Et vous, députés, vous solidarisez avec votre base. En tout cas, votre base, vous reconnaîtrez comme ça. Mais cette base-là, fuit. Donc, vous l'avez fui. Et donc, nous voulons que les opposants fassent une opposition civilisée. Cette opposition civilisée, c'est celle qui est capable, est capable de dire, ici ça va, telle autorité, quelle qu'elle soit,
a dit ceci et a réalisé ça pour l'intérêt de la population. Bravo, continue. Telle autorité a dit ceci et n'a pas réalisé ce qu'elle a promis. Non, c'est pas comme ça. Nous ne devons pas construire le pays comme ça. Voilà ce que vous venez nous donner. Nous donnons nos propositions. Mais nous n'avons pas cette opposition. Nous n'avons pas cette classe politique. Quelle est la différence entre l'opposition et la société civile? Parce que c'est le rôle aussi que joue la société civile. La société civile n'a pas d'ambition. Elle peut s'arrêter tout simplement à proposer, à donner les avis, les avis et les considérations, mais n'a pas d'ambition. Nous sommes des acteurs politiques qui avons des ambitions politiques. Et donc, à ce moment-là, nous avons besoin que la population comprenne notre point de vue et qu'elle nous amène au pouvoir, qu'elle nous donne le pouvoir pour que nous puissions matérialiser ce que nous avons pensé faire. Les autres présidents, les autres nations, les autres députés d'autres pays, mon cher ami, ils sont respectés. Ils sont respectés. Quand vous avez un parlement qui a la logique du correct, vous êtes respecté. Après l'hémicycle, vous pouvez vous promener dans votre quartier, les gens sont avec vous, vous parlent, vous considèrent. Mais nous, ce n'est pas le cas. Il y a ceux qui sont là en train de se dire, moi, mon argent, 21 000 ou 33 000 dollars, pendant 5 ans, je vais acheter 2 maisons, 3 maisons à Kinshasa et c'est tout comme ça parce que je sais que je ne reviendrai plus jamais pour demander les scrutins à la population. Voilà les gens des députés que nous avons. Et donc, s'il y aura dialogue, on doit parler de ça. On ne doit pas parler un 23 Mouroudié, un 23 Moubakié. Non, un gouvernement Mouroudié, Moubakié, on ne doit pas s'arrêter à ça. On doit voir le Congo dans 10 ans. Qu'est-ce que nous devons faire pour asseoir, n'est-ce pas? On doit également toucher sur la Constitution. Absolument. On doit toucher sur ça. On doit dire, voici, dans 10 ans, dans 20 ans, comment nous devons faire pour éviter qu'il n'y ait plus encore de rébellions. Et ouvrir ainsi la porte à Félix Tshisekedi à postuler de nouveau pour le 3e mandat. Non. Ça ne peut pas se faire. Non. Toucher la Constitution, il y aura des débats. Toucher la Constitution ne signifie pas qu'on doit ouvrir un 3e mandat à quelqu'un. Non. Moi, j'ai touché la Constitution, c'est-à-dire, ce que j'amènerai là-bas, il faut revenir à 2 tours. Il faut revenir à 2 tours. On ne peut pas avoir un président qui n'a jamais débattu avec son adversaire et nous montrer en quoi il est capable de 2. On ne doit pas avoir un président qui doit régner à vie comme ce qui se passe en Ouganda, ce qui se passe, je ne sais pas, au Cameroun. Non, on ne doit pas faire ça. On ne doit pas avoir un président qui ne réunit pas les conditions requises pour qu'il soit réellement un président de Congolais. Nous devons avoir ça. Nous devons imiter ce qui se passe. On doit avoir aussi un député, ne doit pas être à 80 ans, tu es candidat député. Qu'est-ce que tu vas faire? On doit avoir des députés jeunes, 18 jusqu'à 30 ans. Ça, c'est notre débat. Toucher la Constitution, ça risque de pousser aussi. Mais on va y arriver. Le président de la République a postulé pour la 3e fois et ça sera... Là, c'est une provocation à la population et je ne pense pas que nous nous diviserons sur ce point lorsqu'il faut toucher la Constitution. Nous devons nous asseoir pour comprendre bien que les acteurs majeurs, et là je vais revenir à ce que Hamza a dit, qui sont ces acteurs majeurs? Qui sont ces grands acteurs? Mais il ne faut pas nous parler que ce sont des présidents de partis politiques. Hein? Non. Les acteurs majeurs, moi j'ai dit que parmi eux, il y a ces gens-là, les victimes, les représentants des victimes de cette guerre. Mais aussi Félix était le premier à vouloir toucher cette constitution, mais vous aviez refusé, vous comme opposant société civile. Non, nous avons dit, on doit toucher à cette constitution, mais pas pour le 3e mandat, parce que je ne vois pas pourquoi on va maintenir une constitution qui consacre à ce que quelqu'un puisse, n'est-ce pas, être candidat. On nous a ravi les débats contradictoires. Il n'y en a jamais eu de 2e tour. Un président qui passe avec 40%, 35%, il est président de qui? Il n'a pas la majorité absolue. Voyez-vous, ce n'est pas comme ça. Donc nous avons reculé. Et c'est parmi les points sur lesquels je m'étais opposé au président Kabila. Pourquoi nous faire manquer le 2e tour?
C'était des calculs politiques. Ces calculs politiques doivent, avec ces dialogues-là, nous devons arriver à nous dire, ouvrons les chemins pour l'avancée de cette république. Le Rwanda a eu à connaître la guerre. Ils se sont ressaisis. Aujourd'hui, le Rwanda, c'est une référence de l'Afrique centrale. Le Burundi devient l'allié. On veut bien. Mais au Burundi, il n'y a pas la guerre. Au Rwanda, il n'y a pas la guerre. En Zambie, il n'y a pas la guerre. En Angola, il n'y a pas la guerre. Mais c'est chez nous qu'on vient ramasser toutes les armes pour venir les faire avaler aux enfants congolais. Là, vraiment, ce n'est pas juste. Chers amis du M23, chers amis du gouvernement, ce n'est pas juste. Ayez pitié de nous-mêmes. Parce que Hamza tué père de famille, X est père de famille. Regardez ces enfants après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans. Les autres sont en train d'étudier dans les meilleures universités du monde. Parce que leur gouvernement leur a donné des bourses et ils étudient bien et ils vont bénéficier à ce pays. Mais nous allons bénéficier quoi? Nos enfants vont bénéficier quoi? Ils sont en train de vivre dans un pays qui diront que c'est un pays maudit alors que c'est un pays béni. Un pays encore béni, mais malheureusement, nous avons une classe politique médiocre. C'est pourquoi nous sommes en train de construire, nous du COREP, une nouvelle classe politique, et vous êtes en train de nous voir, une nouvelle classe politique qui est là pour dire, même avec un adversaire politique, s'il réussit, c'est nous tous qui réussissons. Si le M23 réussit, c'est nous tous qui réussissons. Si le gouvernement de Kinshasa, qui est en train de se démener, qui dit que il cherche la solution au problème des Congolais. S'il réussit, c'est nous tous qui réussissons. Et donc, nous devons nous regarder en face pour dire, faisons un Congo de demain, un Congo où il y a la vie pour les Congolais. Hamza Rutega, comment devrait se comporter ou quel comportement allait prendre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour qu'il y ait donc un dialogue qui sera sincère entre Congolais? Oui, c'est seulement des conseils que j'ai toujours donnés à Tshisekedi. La manière dont Tshisekedi devrait se comporter, il devrait d'abord comprendre qu'il gère une république et pas un clan, pas une ethnie. Tshisekedi devrait revoir l'histoire de l'Allemagne avec le conflit entre les nazis et les juifs. Tshisekedi devrait comprendre qu'il n'est pas un super homme plus que le reste de tous les Congolais. Tshisekedi devrait comprendre qu'il fait partie du problème et il devrait comprendre qu'il devrait également s'asseoir à côté des Congolais pour chercher les solutions. Et enfin, Tshisekedi devrait comprendre que la République démocratique du Congo ne lui appartient pas. C'est un pays que nos ancêtres nous ont légué. Et nous tous, nous devons bénéficier de ses richesses, de ses intérêts. Et nous devons comprendre que nous sommes des Congolais dignes sur notre Congo. Mais lorsque Tshisekedi a pris l'option de nous diviser et de nous faire croire qu'il y aurait un peuple plus sacré que les autres en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tout celui qui parle le Kinyarwanda au pays est ennemi du Congo. Tout celui qui ne soutient pas le régime de Tshisekedi est ennemi, est qualifié de Rwandais. Aujourd'hui, tout celui qui ne clame pas et qui n'accompagne pas les bêtises de ce régime, il est ennemi de la République. Est-ce que c'est comme ça avec mon ami Désiré Taïra? Est-ce que c'est comme ça que nous pouvons construire la République? Non. Et voilà pourquoi nous avons pris les armes. Partenaires et chers journalistes, vous connaissez combien de fois nous avons passé sur ces plateaux en train de dire qu'il y a mes gestions, il y a des tournements. Vous avez vu une république où les ministres les détournent les quêtes des millions. Pendant que les citoyens lambda, qui est à Bunagana, qui est à Minembwe, manquent même 1000 francs pour acheter le paracétamol. Vous avez vu une république où le président voyage avec plus de 100 personnes dans sa délégation. Où des millions sont dépensés pour faire plaisir à quelques individus. Pour l'intérêt du pays. Des voyages avec toutes ces délégations pour l'intérêt du pays.
Je ne pense pas. Et donc, moi, je tente de dire, si nous avons pris les armes, c'est parce que nous avons compris que nous faisons face à un homme qui n'avait pas le cœur, à un homme qui n'avait pas les oreilles pour entendre les cris de ses compatriotes. Dès après, il a déjà changé ou il est en train de changer? Tshisekedi ne changera jamais. Tshisekedi, pour qu'il change, soit on le capturera vivant, ou soit il partira en exil, comme il est en train de le faire aujourd'hui. C'est ça que je vous dis. Au fait, l'affaire d'un dictateur, vous avez suivi les grands dictateurs qui ont passé, pas seulement en Afrique, même en Europe. Je viens de vous parler tout à l'heure là de cette histoire-là des nazis et des juifs. Où Hitler croyait que le peuple nazi était devenu le super peuple du monde. Et par conséquent, tout le reste des communautés, tout le reste du peuple devrait être tué ou disparaître et qu'il y ait un seul peuple. Vous vous rappelez de ceci? Nous tous, nous avons suivi l'histoire. Et aujourd'hui, quel est ce pays aujourd'hui qui prêche non au racisme, non au tribalisme, non comme modèle? C'est l'Allemagne aujourd'hui. Mais pourquoi nous, Tshisekedi, est en train de créer le tribalisme entre les Congolais? Parce que c'est ça le problème, mes chers partenaires. Nous pouvons faire semblant, mais c'est ça le grand problème. Allez aujourd'hui à Uvira. Il arrivait un moment où un Congolais, Munyamurenge, ne pouvait plus aller puiser de l'eau là où les autres, la fleur ou les autres puisaient de l'eau. Il arrivait un moment où on appelait, on voyait Mourengue, il passe, on dit, oh, mission, mission, il faut les lâcher, il faut les tuer, et puis vous mangez son corps. Parce que Tshisekedi a dit, Bango wana bazo barwande. Et moi, quand j'arrive à Kinshasa, j'arrive à l'immigration, quand on voit les noms, à Rutega, donc tous les noms qui contiennent derrière, oh, il est suspect rwandais. Pourquoi Tshisekedi a créé cette mentalité dans nos cerveaux? Et nous, à l'AFCM 23, nous avons dit, nous devons les mettre à côté. Nous devons finir. Parce que Tshisekedi va passer. Nous va passer. Mais ce Congo restera Congo. Mais si on laisse nos enfants, nous leur laissons un Congo déchiré, un Congo tribalisé, un Congo où il y a des pilleurs, des détourneurs, des justeurs. Vous avez suivi, je n'en fais pas débat, vous avez suivi un notable d'ici chez nous, qu'il était à Dubaï, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il parle, ces gens qu'ils parlent, qu'ils mourissent. Nous n'avons pas de compte à rendre. Imaginez-vous. Vous avez suivi. Imaginez-vous. Pourquoi? Parce que les Congolais du Sud Kivu, les Congolais du Kivu ont tout donné à cet homme. Et comme cadeau, il doit cracher sur nous. Et nous, à l'AFCM 23, nous avons dit, nous devons mettre à côté tous ces systèmes-là. Parce qu'il y a une amie qui posait la question, pourquoi vous avez pris des armes? Nous avons pris des armes parce qu'il n'y avait plus d'autres moyens. Quand quelqu'un vient, chaque fois, il bombarde là où vous êtes cachés, même dans les églises, chers amis. Et donc, en fait, ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est la paix. Et cette paix, sans Tshisekedi, le Congo et la République démocratique du Congo aura la paix. Parce que vous savez que partout, dans toutes les zones déjà libérées par la FCM 23, nous chassons tout. Tous les groupes armés, tous les œuvres de l'air, les interarmes, les Imbonerakure, tous nous chassons tout. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez passer une nuit paisible sans entendre un seul coup de balle dans la ville. Aujourd'hui, on a posé la population d'Uvira pendant quelques jours qu'on était avec, parce que nous sommes déjà retirés, pour dire que nous devons donner la chance à la voie du dialogue. Mais pendant les quelques jours que nous avons passés à Uvira, vous avez vu comment la population a manifesté. Vous voulez quitter ici, vous voulez qu'on nous ramène la coalition des morts. La coalition encore chaque fois, chaque jour, des balles, des bombes. Parce que nous avons dit, nous devons, parce que, en fait, une nation, d'abord, c'est l'armée. Vous ne pouvez pas vous dire que nous avons un État, nous avons une nation, alors que vous n'avez pas une armée. Et le commandant suprême, actuellement, que vous appelez Tshisekedi, a déjà dit qu'il n'y a pas l'armée. Il n'y a que des clochards. Et effectivement, Tshisekedi est en train d'arrêter tous ces généraux-là. Parce qu'il a compris qu'ils n'étaient pas militaires. Alors, laissez à l'AFCM 23 de nous amener une armée. De nous construire une armée. Capable de défendre et de protéger nos frontières et de sécuriser la population.
Aujourd'hui à Bukavu, parce que la manipulation également est en train d'entrer dans les grands débats, dans l'opinion, la manipulation. Mais nous qui vivons à Bukavu, quand nous voyons la manière dont les militaires de l'ARC se comportent, vous le voyez passer dans les jeeps, vous le voyez passer à pied, est-ce qu'il dérange la population? En réalité, est-ce qu'il y a un seul militaire de l'ARC qui a dit « Hey yo, yaka, hey, téléphone à Yohana, on te prend le téléphone, on te chicote et puis on te dit partez. » Aucun. Vous ne verrez jamais un militaire de l'ARC M23 faire ça. Mais il y a les gens qui vous appelez l'histoire des guépards. L'histoire de je ne sais pas, les Satan 2. Vous appelez les histoires de Katanyama, ici dans la ville. Dis-moi une seule population ou un seul habitat de Bukavu qui peut dire encore M23 Itoke, Guépard, Satan de Baroudi Bukavu. Personne. Mais les gens qui sont à 2000 km, qui sont en train d'observer la guerre comme un film d'action à Kinshasa, ce sont eux qui envoient les audios. Hey, Bukavu, on a tué tel, Mais allez-y nous montrer qui on a tué. On a intérêt où? La manipulation aujourd'hui à Uvira, parce que là, le M23 a annoncé son retrait officiel à Uvira, et on a demandé la présence d'une force neutre à Uvira, mais vous êtes en train de suivre ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Alors, groupe, c'est comme auparavant, 2 jours, 4 jours avant la libération de la ville de Bukavu. Alors, groupe, Banapié, Goudron de Rwanda, Banapié Mabadjadje. Mon Dieu. Qui est ce seul militaire de l'FCM 23 qui peut voler même un biscuit? On t'arrête. Mais moi, Hamza, je prends une corruption d'un individu, d'un habitant, on m'arrête. Parce que chez nous, c'est la discipline. Notre armée, c'est la discipline. Et ce que tu as fait aujourd'hui n'a pas une leçon à nous donner. Et donc pour nous, le dialogue est bon. Oui, nous avons toujours prôné des dialogues. Nous avons toujours demandé qu'il y ait les dialogues sincères entre nous, Congolais, parce qu'ils sont nombreux. Il n'y a que Kamere, et je le félicite, parce que Kamere est tellement intelligent. Kamere avait compris, et Kamere connaissait auparavant. Il avait dit président, il avait proposé, je ne sais pas, si un triangle, un cyclone d'épée, je ne sais pas, cette histoire-là. Et c'est aujourd'hui, c'est là où Tshisekedi revient. Mais comme Tshisekedi est déjà cuit, il se retrouve, je ne sais pas, humilié, il s'est dit, est-ce que je dois encore consulter ces mêmes messieurs hier qui m'a demandé de faire ça? Bon, je vais le faire sans lui. Mais en attendant, il connaît que c'est ce que Kamel lui avait dit. Merci. Il y a 2 ans, il y a 5 ans, qu'il est en train de revenir aujourd'hui. Merci. Et on finit, partenaire, pour bien finir, nous sommes en train de demander à la population de Bukavu d'éviter la manipulation de Kinshasa. C'est vrai, nous avons encore beaucoup de choses à faire, surtout les actions de développement. Je pense que la population n'a pas d'intérêt. Mais aujourd'hui, Bukavu est éclairé à 100%. Aujourd'hui, l'insécurité a diminué. Parce qu'on ne peut pas vouloir les actions de développement alors que la sécurité n'est pas encore garantie. C'est ça qu'on disait chaque fois dans ces micros. Quand vous voulez qu'il y ait des routes, rassurez-vous qu'il n'y a pas de coupés de routes. Si vous voulez qu'il y ait, je ne sais pas, des productions dans des champs, dans de grandes concessions, rassurez-vous qu'il n'y a pas de maïmaï qui vont venir tuer ou violer nos mamans qui sont dans les champs. Si vous voulez qu'il y ait une grande production, que les autres États vous respectent, rassurez-vous qu'il n'y a pas un seul militaire rwandais qui va venir, qui va traverser votre frontière et venir tuer vos populations chez vous. Et le développement, les actions de développement vont... Et les actions de développement maintenant suivront. Parce que sans sécurité, moi je suis intérieur, j'ai goûté un peu mes 3 ans à l'ISDR. Nous on nous avait dit qu'on ne peut pas prétendre avoir des actions de développement dans une zone ou dans un village où il y a des groupes armés. Comme aujourd'hui à Minembwe. Vous savez combien de fois nos populations, nos frères à Minembwe souffrent. Il y a pris l'aérodrome, il s'est avait bombardé, les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de comment vous les appelez, je ne sais pas, les humanitaires n'arrivent plus. Bref, là la vie s'est arrêtée. Merci Hamza. Et Tshisekedi ne connaît rien de ce qui se passe là. Il va vous dire, n'a quitté, hein, je ne savais pas. Voilà, merci. C'est pourquoi nous devons les chasser et les construire. Désiré Ntaïla, comment devrait se comporter l'AFC, mais aussi le gouvernement pour qu'il y ait un dialogue qui va nous ramener la paix à l'est de la RDC? C'est être tout simplement dynamique, prédisposé
à dialoguer pour faciliter la paix, et la paix ouvre la voie au développement. Être prédisposé, ça veut dire quoi? Sans même qu'il y ait demande cessante de ce dialogue, que la personne soit préparée à dialoguer et à ne pas rester figée sur sa position. Il n'y a que ça. Et donc, du côté M23, du côté gouvernement, ce sont les deux belligérants qui nous prennent en otage, associés à l'opposition politique. Elle aussi est partie prenante au blocage. Parce que tu ne peux pas demander qu'il y ait dialogue, absolument que tu participes pour qu'on te libère, parce qu'on t'a condamné. Non. Tu as commis des fautes, on te condamne, mais le dialogue n'a rien à faire avec ta libération. Si tu as volé, par exemple, si par exemple X a volé, et que la loi l'a condamné, il ne doit pas poser sa condition, donc sa libération comme condition au dialogue. Non. Ça signifie que si nous comprenons que le Congo, c'est pour tous les Congolais, et c'est ça la devise du COREP, c'est déjà un pas. Notre statut comme COREP, là il y a la devise le Congo pour tous les Congolais. Si on va vers ça, que Hamza comprenne bien que je suis du M23, mais je suis d'abord Congolais. C'est qu'il comprenne que je suis le président, mais je suis d'abord Congolais. Kikouni, Katumbi, Kabila et consorts, tous comprennent bien que avant d'être ce qu'on est, d'abord on est Congolais. Et pour l'intérêt du Congo, on peut avancer. Voilà. C'est comme ça que les grandes nations réfléchissent. C'est comme ça que les grands hommes réfléchissent. Mais nous sommes devenus des quoi? Des produits faciles à manipuler par des autorités morales des partis politiques. Si ce n'est pas moi, refusez. Si ce n'est pas moi, refusez. Toi. Même si c'est bon. Toi que nous avons vu, tu es au pouvoir et tu as bénéficié de ce pouvoir pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tu es toujours là comme un inamovible. Là, on doit avoir une mentalité dynamique. Les grands peuples ont rendu leur pays grand. Je dis bien, les grands peuples, c'est-à-dire les grands hommes, ont rendu leur pays grand. Grands hommes ne signifie pas avoir des millions. Hamza et nos amis, ce ne sont pas des millions. C'est le grand cœur. Grand homme, ce n'est pas celui-là qui se fait adorer par ses frères qu'il a rendu misérable. Non, c'est celui-là qui partage avec les autres. Grand homme, c'est celui-là qui a le sens du dialogue, le sens humanitaire, qui ne peut pas dormir lorsque sa population souffre, qui ne peut pas dormir lorsque sa population est misérable et pillée. Un grand homme, c'est celui-là qui ne va pas chercher des mercenaires pour venir tuer son peuple, pour venir tuer ses amis. Grand homme, ce n'est pas celui-là qui se fait accompagner par des pays voisins pour dire, délégation, il y a des pays voisins qui vont sécuriser. Non, la meilleure sécurité, c'est toi-même, sont tes frères, tes amis, la famille et consorts. C'est comme ça que nous sommes en train d'amener une nouvelle dose politique à ce dialogue pour dire, allons dialoguer, pas pour se partager les postes, pas pour être membre du gouvernement, pas pour nous payer. Nous, du COREP, nous refusons qu'on nous paye. Mais lorsque vous allez en Angola encore, ce sont des hôtels, ce sont des avions, ce sont des frais de participation. Vous allez à Dubaï, même chose. Vous êtes allé en Éthiopie, on est allé je sais pas quoi, Partout, en Nairobi. Kenya, par-ci par-là, aux États-Unis. Ni bale ndio bana profiter tout ile makuta. Mais bandugu yako banateseka. Vous êtes natif d'un milieu. Vous êtes natif d'un milieu.
Vous êtes passé député national. Même président de la République ou président de... Mais ces milieux-là, c'est là où il y a la misère et le kwashiorkor. Vous pensez que qui aidera encore cette population? Qui aidera cette population par vous? Donc, votre base souffre et encore souffre après, alors que vous avez fait 10 ans comme parlementaire, 10 ans comme ministre, autant de millions de dollars, mais hakuna élément moyen, ça a déjà aidé cette population. Seulement les jours où il y a élection. 2 mois avant, c'est à ce moment-là que vous commencez à larguer de l'argent, des chemises, des t-shirts, des drapeaux sur le terrain. Alors que quand cette population était en souffrance, vous l'avez fui. Ayons honte. Ayons un cœur qui vibre pour l'intérêt du Congo. Et le COREP, qu'on nous aime, qu'on ne nous aime pas, nous sommes là. Qu'on nous injurie, qu'on ne nous injurie pas, nous sommes là. Nous sommes là pour dire à toute autorité qui y a, le peuple n'appartient à personne, à toute autorité qui est là, rebelle ou pas, vous avez promis ceci à la population, vous le faites, nous vous félicitons. Nous demandons aux amis du M23, avant votre arrivée, il y a les travaux de pavage qui étaient déjà en cours. Cet argent, c'était l'argent de la Banque mondiale. C'était l'argent de la Banque mondiale exécuté par les autorités locales. Faites votre lobbying pour que les pavages ziendelé. Et les gens vont vous féliciter parce que nous avons besoin de routes. Merci. Nous avons besoin des œuvres sociales. Mais quand vous arrivez, vous bloquez tout. Tout se bloque. Alors on va vous aimer pourquoi? Merci. Et donc le COREP travaille sur ça. Nous vous féliciterons si vous réalisez les attentes de la population. Nous vous critiquerons tout en vous respectant. Lorsque vous ne réalisez pas ça, nous vous approcherons pour vous dire ceci ou cela. Nous ne faisons pas l'opposition pour injurier les gens. Non, pour les approcher et leur dire voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de ce jour. Nous étions donc dans ce studio avec Désiré Ntaïra, qui est le coordonnateur du COREP, à qui nous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à la radio Sven que le COREP dit merci encore. Je félicite notre ami avec lequel nous avons partagé cette émission et tous les républicains, membres du COREP qui nous suivent en ce net moment. Nous étions également avec Hamza Rutega, qui est cadre de l'AFSM 23. Hamza Rutega, merci d'avoir honoré l'invitation de la radio Svan. Merci pour l'invitation. Veuillez nous inviter encore prochainement pour analyser, pour éclairer la population. Mais nous devons dire à la fin que l'AFSM 23 a toujours prôné la résolution pacifique de la crise au pays. Nous avons toujours prôné le dialogue, mais face à un homme qui n'est pas conscient. L'AFSM 23 veut d'abord l'évaluation préalable avant toute initiative d'un nouveau dialogue. Parce qu'on ne doit pas continuer à signer des accords alors qu'on respecte ce qui a déjà été signé. Et à la fin, l'AFSM 23 restera toujours à côté de la population. Tubalete amani, tubalete maendeleo, na tujenge inchi umakabila umalizike. Voilà, la technique était assurée par Choukour Mouderoy et Patrice Mirindi. Iba Bagenda, c'est moi, j'étais à la présentation. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup.